Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Merci à ceux qui ont envoyé des messages. Ne vous sentez pas obligé de le faire, hein. Je ne vais pas vous en vouloir si vous ne m'envoyez pas un message pour me souhaiter bon anniversaire. Typiquement, c'est le jour où vous faites matraquer, même des gens que vous ne connaissez pas vous souhaitent un bon anniversaire. Donc pour moi ça reste un jour comme un autre, hein, qu'on soit clair et net là-dessus. Je vais bosser aujourd'hui comme je bosserai n'importe quel autre jour et rien ne va changer, ça reste un des jours parmi les 365 d'une année, point barre. C'est pas parce que certaines conventions sociales ont décidé qu'il fallait qu'aujourd'hui ce soit la teuf, c'est pas le cas. D'ailleurs il fait un temps de merde à Toulouse et j'aurais préféré qu'il y ait du soleil. Donc voilà, à moins que vous puissiez m'offrir du soleil aujourd'hui, je pense que rien ne va changer spécialement et malheureusement c'est pas parce que c'est mon anniversaire que j'ai le droit de changer le temps dehors. Donc on verra bien si ça se découvre cet après-midi, mais ce matin c'était brouillard et franchement ça donnait pas très envie de se lever. Bref, on repart au marché. Bitcoin toujours en conso, il ne faut pas flipper outre mesure, je pense qu'on est juste dans une structure corrective. Alors le problème c'est comme évidemment moi j'utilise toujours cet indice qui a pondéré les conneries de Bitfinex, c'est un peu compliqué, donc je dirais que moi je ne vais pas utiliser la mèche là-haut, ne sachant pas jusqu'où ça a pu aller, je vais utiliser celle-là. Ce qui veut dire que moi pour l'instant, bon, le problème c'est ça, c'est que je pense qu'on est quand même allé un peu plus haut que ça, mais comme je ne peux pas vraiment donner un niveau, je suis un peu embêté. Alors on va y arriver, c'est pas ça que je veux, du coup c'est celui-là. Voilà. Donc, pour moi, la zone bleue, ça me paraît compliqué, mais est-ce qu'on achète dans la zone neuneu? J'ai plutôt envie de dire non, pour l'instant ça me semble pas propice à ce genre d'intervention. Donc je dirais en 2 heures, un peu de patience et effectivement peut-être attendre qu'on vienne dire bonjour dans cette petite zone-là pour essayer d'y trouver un petit signal acheteur. Donc je dirais peut-être un petit peu plus bas, allez au moins le bas de la zone neuneu, on va dire 6458. On est déjà dans des schémas cycliques plutôt favorables à des achats, mais comme on n'est pas dans la zone de prix, on n'achète pas n'importe quoi. Donc ça me paraît un peu précoce pour jouer des achats, je dirais peut-être un poil plus bas, attendre un signal de momentum, un chouïa en dessous de ça. Même chose pour Ether, Ripple, donc je dirais une petite conso, petite poursuite de la conso à réaliser. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va finir par être mature, hein. Donc la grande question pour moi sera combien on aura retracé de cette vague-là, en sachant que là, le problème, c'est comme il y a eu une phase un peu volatile, épidermique, liée à un catalyseur USDT, certains exchanges ont pricé ça, d'autres plus violemment, donc c'est un merdier pas possible, d'où la raison, je pense, d'utiliser vraiment cette version indicée. Le problème, c'est que là, on a quand même eu des spreads de 10% parmi, au sommet de la crise USDT, ce qui quand même, même dans un indice, 10% de variation, ça quand même, bon, voilà. Donc cette mèche-là, c'est vraiment le problème, on ne sait pas jusqu'où elle est réellement allée, ou pas, hein, voilà. Moi, je dirais que voilà, en tout cas dans cette zone-là, c'est plutôt à peu de choses près, c'est à peu près ça qu'il faut faire. Et se dire, on n'est pas encore, dans tous les cas, je pense, dans la zone qui permettrait d'acheter ce truc-là. Hein, voilà. À la limite, si on hésite, on peut se dire ici, il y a une petite résistance passée. C'est probablement là qu'il y a eu de la demande. Vous voyez, ici, il y avait un peu de volume avant. Je pense que c'est vraiment ici qu'il y a eu probablement la demande la plus forte. Donc voilà, dans ce cas-là, ça ferait ça et on serait à peine sur le bas de la zone neuneu. Bon, moi je dirais en cassure de résistance, oui. C'est-à-dire que là, effectivement, si le marché soutient dans cette zone, revient chercher la zone résistante, là c'est plutôt intéressant. Pour ceux qui veulent faire des positions spéculatives, d'accord, parce que dans ce cas-là, on aura probablement formé un creux et 2 creux ascendants, et là, ce sera plutôt positif pour espérer casser de la résistance et essayer cette fois d'aller pour de vrai s'affranchir des 6008 et essayer d'aller rechercher les 7004. Puisque bon, voilà, ça, à mon avis, c'est pas, voilà, ça a été coté chez Bitfinex, mais c'est bien les seuls à l'avoir fait. Donc l'objectif, c'est toujours d'aller casser 7004. Puis à terme les 8005, arrivé à 8005, il ne faudra pas oublier la case prise de profit partielle dans cette stratégie. Si ce n'est donc rien de nouveau à part ça, donc un peu de patience. Mais je pense pour ceux qui veulent jouer des positions spéculatives Bitcoin, c'est-à-dire en plus des buy and hold, et ce sera bien 2 scénarios différents, moi je le fais déjà sur l'Ether, je ne vais pas m'amuser en plus à prendre des positions spéculatives BTC. Donc je laisse faire les choses en l'état. Mais pour ceux qui veulent le faire, BTC, pour moi, ça se fera un peu plus bas. Vous avez la target max ici, ce qui fait que tout signal acheteur qui est entre, je dirais, plus bas que ce qu'on a aujourd'hui,
mais qui reste au-dessus de 6004, ça reste positif et donc un signal à trader. Pour ceux qui sont un peu plus frileux, ça se passera plutôt en cassure de résistance, donc du coup essayez d'attendre un débordement des 6007, sortie de la zone de nœud par le haut, et espérer donc voilà. Ceux qui sont encore moins frileux, ceux qui sont encore plus frileux et encore moins risques en termes de profil, carrément là attendre le débordement des 6008, 6009 pour pouvoir bien jouer une accélération au-dessus des 7004 derrière. C'est tout pour le monde des crypto. On passe au marché conventionnel. On regarde immédiatement le calendrier. Voilà, donc les chiffres chinois sont pas bons. C'est pour ça un peu que ça a anticipé à la baisse hier. Maintenant, voilà, moi je vais être franc. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. Hein, c'est le fait que... Alors là, on va se mettre... voir si on peut voir en max. Donc, je vous laisse apprécier quand même le truc. La pente est quand même bien glissante et elle semble pas du tout vouloir freiner. Pire, elle semble même vouloir accélérer. Alors, il faut quand même rester sur des chiffres assez relatifs, à savoir que c'est quand même, on partait de 10 et on arrive proche de 6 à la fin. Mais la grande question, c'est à partir de quand la bourse mondiale va se péter la gueule globalement à cause des faux espoirs de croissance mondiale. Ça fait quand même plusieurs mois là, que les objectifs de croissance sont revus à la baisse, hein, après avoir été revus à la hausse. Mais voilà, on les a revus à la hausse à la fin de l'année dernière, on les a laissés stagnants pendant quelques mois, là on commence à les revoir sérieusement à la baisse depuis plusieurs mois. Au bout d'un moment, il va quand même falloir se poser la bonne question. Est-ce qu'il y a toujours une croissance et est-ce que du coup on peut espérer des croissances de bénéfices ou est-ce que ça y est, c'est game over et il serait peut-être temps d'encaisser? Moi je pense depuis plusieurs trimestres que c'est bien l'option numéro 2 que la smart money favorise, c'est-à-dire qu'elle se barre du marché. Avant, elle se désengage avant de passer bearish, mais pour l'instant, elle fait que se désengager. Moi, en tant que spéculateur, je ne peux que suivre cette logique-là, mais n'ayant pas les positions de long terme dont dispose la smart money, moi, je n'ai pas d'autre choix. Je suis obligé de vendre un marché qui cherche un sommet. Donc voilà, hein, c'est à défaut de pouvoir sortir des actifs que je n'ai pas, j'essaie de vendre un peu, puisque ça revient au même. Hein, quand vous vendez une action, enfin quand vous revendez une action, c'est une action de vente, c'est une demande vendeuse. Donc moi, je suis la demande de la smart money. Maintenant, bon, on est bien conscient qu'avec ce contexte de faible volatilité et le verrou maintenu par les différentes banques centrales ou enfin, par des mécanismes un peu compliqués d'injection de liquidité, hein, parce que je vous rappelle quand même que la Fed n'a pas de QE, mais alors quand il s'agit de prêter au marché, il n'y a pas de souci, tous les jours on donne un bon paquet de pognon, on le récupère le lendemain, hein, encore une fois, comme je vous dis, ce sont des opérations de court terme, mais la liquidité, elle est bel et bien entretenue par les banquiers centraux depuis très longtemps, et elle continue de l'être, simplement pas sous des monnaies, pas sous des méthodes conventionnelles de type QE et compagnie, hein, mais la Fed, elle intervient sur le marché, elle y produit de la liquidité à travers le marché repo, hein, ce que je vous ai dit. Donc, c'est-à-dire tout le repo, c'est entre guillemets la banque centrale qui émet des contrats de court terme au gros secteur bancaire. Et on leur octroie des lignes de crédit pour couvrir d'autres crédits. Ces banques qui elles-mêmes donc octroient des liquidités à ce qu'on appelle le non-bank sector, qui vient se fournir en liquidité du coup sur le marché repo. Et donc tout ça, ça circule comme ça. Hein, voilà, la banque centrale est garante des grosses banques d'investissement, les Goldman Sachs et compagnie, hein, voilà, qui fournissent des lignes de crédit à tous les fonds spéculatifs pour pouvoir bosser tous les jours, hein, pouvoir acheter et vendre quelques actions. Ça demande des sommes colossales. Et évidemment, on fait tout ça à faible taux sur le marché repo. Sauf que ça commence à couiner un peu à ce niveau-là, puisque la Fed qui serre la vis avec les hausses de taux, elle a un effet sur toute la courbe des taux, que ça va avec ça et les taux longs aux taux courts, et évidemment ça fait remonter les taux courts, et ça enlève un peu d'huile dans un moteur qui tourne à plein régime. Donc c'est un peu gênant, parce qu'on sait très bien que quand les valorisations sont très chères et qu'on commence à manquer de liquidité, c'est que la volatilité va revenir. Hein. Ça c'est une mécanique très simple à comprendre. C'est vraiment, voilà, prenez l'image du moteur et de l'huile et de vous dire que plus le moteur tourne vite, s'il y a des fuites d'huile, c'est pas bon, hein, voilà. Et puis s'il y a plus d'huile dans le moteur, on va carrément serrer et derrière c'est la merde. Donc c'est exactement le principe, hein, c'est de dire là le risque aujourd'hui, c'est qu'on retrouve des mouvements brutaux si le marché commence à manquer de liquidité. Voilà. Pour l'instant, on va dire que artificiellement et visuellement, la machine semble encore fonctionner. Mais je pense clairement qu'on manque d'huile
Alors, on en a toujours un peu, disons que voilà, on va dire on a le moteur qui tourne à plein régime, on voit de l'huile qui fuit de partout, par tous les joints. Mais le problème, c'est que, évidemment, au-dessus de ça, vous avez un bidon d'huile sans fond qui est au-dessus du moteur en train d'alimenter en permanence. Donc face à ça, forcément, on va dire que personne n'ose dire que le moteur va exploser, même si on sait tous que ça va arriver. En tout cas, que la mécanique va arrêter de fonctionner de la manière dont elle fonctionnait actuellement, c'est-à-dire on va passer d'un marché haussier à un marché baissier. Mais pour l'instant, les gens ne veulent pas trop se mouiller. Hein. Sauf les vilains spéculateurs comme moi qui osent poser leurs couilles sur la table. Mais encore une fois, c'est mon job d'avoir raison avant les autres, ou aussi d'avoir tort avant les autres. Hein. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Mais ça, j'insiste bien là-dessus. Donc, toujours essayer, aujourd'hui, je pense, de trouver les signaux précurseurs donc de prise de risque un petit peu trop dangereuses, qui seront donc pour ma part des stratégies à mettre à profit. Donc pour l'instant, ces stratégies-là, on les a vues, hein, c'est-à-dire que tout le monde me prenait pour un gugus depuis des semaines et des mois à revendre Wall Street après les chocs du début de l'année, pensant qu'on s'en taperait un deuxième sans hésitation avant la fin de l'année. Bon, voilà, tout le monde me prenait pour un imbécile. Maintenant que c'est devant les graphiques, il n'y a personne pour dire « Ah, il avait peut-être raison ». Et je trouve ça marrant. Donc c'est pas grave, mais en tout cas le marché me redonne plus ou moins raison en cette fin d'année, donc avec un retour de la volatilité que personne n'avait vu, et pourtant il est bien là, et on va voir jusqu'où il va. Et moi j'ai tendance à penser que c'est pas fini, vraiment pas fini, et j'attends donc maintenant une nouvelle réplique, probablement de l'ordre de -5, -6 encore, voire peut-être un peu plus à Wall Street, puisque j'attends des dégagements de capitalisation sur des grosses valeurs qui n'ont encore rien lâché, comme Apple. Donc Apple, je pense, ça va passer sous les $200 dans les quelques jours ou les semaines qui suivent. D'un point de vue hebdomadaire, si on regarde le Nasdaq, hein, voilà, un truc comme ça, faut quand même s'attendre à ce que cette semaine-là, on la finisse en dessous de la précédente. Donc on va voir si aujourd'hui, on arrive à tenir l'ascenseur, c'est-à-dire en gros, on s'accroche au câble pour ne pas laisser tomber la cabine. C'est possible, hein, encore une fois, le marché a une résilience qui quand même... Il m'a étonné depuis plusieurs semaines, enfin depuis plusieurs mois, hein, c'est cette forme de résilience assez folle. Maintenant, le plan c'était ça, c'était de dire si les marchés retournent chercher les sommets historiques après le choc de février, c'est qu'il faudra chercher le big short. Voilà. Maintenant, moi j'ai été franc depuis le début, je ne pensais pas qu'on ferait ça, je pensais qu'on aurait une année de range. C'est-à-dire qu'on trouverait un sommet, puis qu'on resterait sous ce sommet tout au long de l'année, et qu'en 2019, on irait rechercher le sommet historique pour former le big short. Je pense qu'en termes de timing, on est juste allé un peu plus vite que prévu. Et on est allé chercher ces sommets. C'était pas nécessaire de le faire aussi vite, mais le marché, je pense, c'est un peu empressé de vouloir le faire le plus vite possible pour casser du vendeur. Le problème, c'est que maintenant, les vendeurs, on est là et puis on n'a plus envie de se barrer. Voilà. Moi, autant avant, je prenais des positions où j'étais totalement enclin à prendre mes gains sur les supports, autant aujourd'hui, je me dis, ma petite vente Nasdaq, je vais probablement en garder une à vie, juste pour faire taire les permaboules, et je vais la garder parce que je l'ai tout en haut, quoi. Donc, si jamais ça vient à être le sommet de marché, j'en garderai peut-être quelques petits contrats juste pour faire le mariole. Mais bon, bref, voilà, parenthèse refermée. Donc je m'attends à ce qu'aujourd'hui déjà, probablement, on reprenne le chemin de la baisse. Ce qui me gêne un peu, c'est que je vois Shanghai qui s'est stabilisé. C'est-à-dire que malgré les mauvais chiffres chinois, ça remonte à Shanghai. Donc par contre, c'est ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire, ils ont probablement anticipé ça hier. Ce matin, ça tente le gap baissier et le marché rachète intégralement pour faire donc un avalement haussier. Ça, c'est malheureusement pas le meilleur des scénarios pour Wall Street, tout simplement parce que si les Chinois se stabilisent sur le niveau technique qu'on a bien dit, c'était le niveau de la dernière chance, et que pour pouvoir s'en sortir, il fallait mieux former un range ici, entre guillemets, maintenant, c'est à Wall Street de choisir s'ils veulent remonter ou s'ils veulent enfoncer le clou. Bon, on a bien compris que Wall Street veut remonter absolument, ce serait le mieux. Donc, il faut que quelque chose panique maintenant. Il faut que quelque chose déclenche aux États-Unis pour que, tout simplement, ils changent de paradigme. Le paradigme à Wall Street, c'était de dire tout ce qui tombe, c'est buy the dip. D'accord ? C'est bien, ça a fonctionné puisque pour l'instant, on a bien eu un buy the dip. Hein. On le voit bien, on est bien sur une structure de type V-bottom. Par contre, on a cassé des supports. Donc normalement, voilà, le problème c'est qu'un V-bottom, généralement, ça se produit sur un support, pas sous un support. Donc on va voir le truc.
Est-ce que c'est fini ou pas à Wall Street? Moi, j'ai tendance à dire que non. Maintenant, c'est toujours la même musique, à savoir, ça dépend intégralement de la volonté d'Apple de nous foutre la paix. Cette valeur, elle est prête à chuter, il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est qu'on a un gros momentum vendeur face à des cycles acheteurs. C'est-à-dire, c'est tellement haussier que les mecs ne veulent absolument pas vendre. Mais le problème, c'est qu'on a un momentum très tendu qui pourrait s'installer à la vente très rapidement. C'est-à-dire aucun acheteur dans un marché qui a pris une structure un peu bullesque. Donc, si ça saute, pour moi, il n'y a plus de raison d'acheter. C'est-à-dire que si on vient là, je ne vois pas comment on trouvera des acheteurs. Par contre, je pense qu'on va trouver une bonne flopée de stop pour aller directement plus bas et dire bonjour au niveau plutôt proche des 170 $ que des 200. Donc, en enfonçant les 190, on va dire, en enfonçant les 200, je vois difficilement le marché trouver un support par là, étant donné la structure de prix. Le problème, c'est ça, c'est que Apple, on ne peut pas trader ça de manière technique. On voit bien la phase de bulle, elle respecte tous les schémas qu'on veut pour un effondrement d'une bulle spéculative. Maintenant, il faut que ça tombe. Voilà. Si ça ne tombe pas, toujours pas de validation. C'est-à-dire que ce que je maintiens, j'ai renforcé hier les positionnements sur le Nasdaq, j'ai renforcé Apple l'autre jour en cassure du support intermédiaire en 2 heures. Je ne suis pas encore super chaud. Voilà. Je serai complètement violent à la baisse sur les indices et sur Apple si Apple casse ses supports. Là, si Apple casse les supports, encore une fois, il y a bien 15 à 20% de baisse à enfiler en ligne droite, et je pense qu'on peut sans problème en rajouter. Voilà, on peut se dire il y a un moins 20 à faire sur Apple. La question, c'est quand. Voilà, et ce quand, si déjà ça déclenche, c'est celui qui conditionnera le timing de vente pour les indices américains. Donc, techniquement parlant, tout indique que ce vendredi est plutôt parti pour être sanglant. Maintenant, manque de bol, Shanghai se rachète pendant la nuit. Donc, c'est du 50-50. Voilà. Moi, je pense que la fin de séance hier à Wall Street, elle ne laissait pas spécialement entendre de bonnes choses pour aujourd'hui, et plutôt un vendredi assez noir, tout simplement pour des raisons simples. Voilà, Apple... Hier, c'est un gap baissier, c'est-à-dire on a clôturé là le jour précédent, on a ouvert à la gap baissier, clôturé à la baisse, après être venu fermer la partie ouverte du gap, c'est-à-dire on a gardé les gaps de clôture, parce que toute cette partie-là, toute cette portion de prix, donc entre le plus haut d'hier et la clôture, n'a pas été recotée, c'est-à-dire que le marché est bien en dynamique baissière. Par contre, quand on a une dynamique baissière dans une bulle, c'est généralement que la bulle va s'éclater. Mais c'est un signal technique de demande vendeuse, ça montre qu'il y a bien des demandes vendeuses. En tout cas, que les demandes acheteuses sur le support sont de plus en plus faibles, et moi j'aimerais bien le voir sauter. Et voir comment vont se comporter les prix sous ce support. Parce qu'une fois que c'est là, si ça fait juste une mèche basse, c'est-à-dire ça vient là, ça déclenche des stops, et hop, tout de suite les mecs rachètent. Si c'est ça qui se produit, c'est tout simplement qu'on n'est pas dans un marché vendeur. Moi je veux voir un marché où il n'y a plus d'acheteurs. Et où au contraire ça panique, c'est-à-dire on déclenche les stops, puis on est là, on se dit et pourquoi il n'y a personne qui achète sur les supports? Oh putain merde, mais ça enfonce grave, et on est sur le gap, mais pourquoi personne n'achète les précédents sommets? Oh putain merde. Voilà, c'est vraiment ça moi que je veux voir. Un marché qui vient, qui teste à chaque fois ses niveaux, c'est-à-dire ça vient, ça rebondit un peu, mais ça rebondit 23% de retracement, et puis ça rebaisse, et puis à chaque fois qu'on va plus bas, on verticalise de plus en plus le mouvement. C'est ça que je veux voir en termes d'action de prix, en mode panique à bord, c'est-à-dire que tous les niveaux de support sont clairement identifiés, on ne va pas se leurrer, ils sont vraiment là, c'est-à-dire les anciens gaps, voilà. Tout ça, le marché va espérer trouver des supports là-dessus. Là, on avait donc le précédent sommet, clairement un niveau technique qui a été débordé avec un gap. Ici, il y a bien... Wall Street espère trouver du support sur ces niveaux. Faut pas se leurrer. Tous ces niveaux techniques sont des niveaux que Wall Street considère comme étant des supports. Maintenant, la grande question, ça va être de savoir, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Et moi, je pense qu'on va les enfiler les uns après les autres. Allez, peut-être jusqu'au dernier. Voilà, 167, 168, ça me semble être une zone où ici, quand même, va y avoir un peu de demande acheteuse. Mais ça fait quand même, ça fait un bon moins 22. À partir des prix actuels, c'est-à-dire moins 30 du sommet, quoi. Moins 27, moins 28. Ça vous paraît énorme, encore une fois, ça paraît beaucoup de dire Apple, imaginez-vous, moins 30%. Bon, voilà, Facebook, ils les ont fait, est-ce que ça vous choque? Non, voilà, moi, tous ceux qui disent c'est pas possible, too big to fail, machin, c'est toujours un synonyme de bulle. Plus vous entendez ça, plus il y a une bulle. Donc pour moi, il y a clairement une bulle sur Apple, j'attends juste de savoir si on est sur le timing d'explosion de cette dernière.
Et si elle implose, forcément, vu la pondération d'Apple dans les indices, j'aime autant pas vous donner la tronche que fera le Nasdaq. Donc maintenant qu'elle se stabilise à Shanghai, on va voir si Wall Street enclenche ou si Wall Street bénéficie donc de la détente du risque pour dire pas de risque, on arrête, on réduit la volatilité et on réoriente tout ce petit monde vers de nouvelles phases paraboliques. Le risque, encore une fois, sur Apple, c'est que si ici ce support tient et qu'on se retourne vers la résistance, c'est qu'à terme, on reparte sur un nouveau cycle encore plus parabolique, pour les raisons que vous connaissez, parce que la prise de risque, elle est complètement parabolique, donc c'est bien évidemment une structure de Ponzi, c'est quand la prise de risque est parabolique, tout simplement, au bout d'un moment, c'est mort. C'est un peu le système de la roulette russe. Voilà. Le principe, c'est de dire, entre guillemets, il y a 10 coups dans le chargeur, on en a déjà tiré 6 et il n'y a pas de balle. Et là, on continue. Et pour l'instant, ça n'a pas tiré. Mais on ne refait pas tourner le barillet à chaque coup. C'est de dire, on a fait tourner le barillet une fois et là, on tire coup après coup jusqu'à savoir qui va prendre la balle dans la tête. C'est exactement ça, le jeu auquel on est en train de jouer. Donc évidemment, à chaque nouveau coup raté, on sait qu'il reste de moins en moins de chances de s'en sortir vivant. Mais le pistolet continue de tourner. C'est assez dangereux comme jeu, puisqu'effectivement, à chaque nouveau coup, la prise de risque devient parabolique. Avant, vous aviez une chance sur 10 de vous la prendre, aujourd'hui, c'est une chance sur 3. Et puis, ça devient de pire en pire. Donc, c'est vraiment ça le jeu auquel on joue. Et forcément, là, s'il reste que 2 coups dans le chargeur, il faut être complètement fondu du slibard pour aller faire des achats sur Apple. Donc, il va falloir, face à cette énorme prise de risque, un énorme rendement. Imaginez-vous bêtement et méchamment. Voilà, le marché, il a quand même une structure assez rationnelle par rapport à ça, même si cette prise de risque est irrationnelle, c'est de dire, bon, le jeu est complètement stupide, mais comme on est obligé d'y jouer, on va y jouer, mais avec évidemment des règles qui justifient la prise de risque. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes complètement fondu du bulbe, vous jouez à ce jeu-là, donc de la roulette russe, je vous dis en gros, voilà, on va prendre un pistolet ici, on va mettre une balle dedans, il y a 10 coups dans le chargeur. Donc on fait tourner le barillet et on arrête là tout de suite et je vous tends le pistolet, je vous dis voilà, là je te donne 100 000 balles si t'appuies sur la détente. Voilà, t'appuies sur la détente, boum, que dalle, génial. Bon, t'as gagné 100 000 balles, c'est bien, mais t'as pris un risque complètement ouf, mais t'as gagné 100 000 balles. Le deuxième coup, si je te dis ok, on recommence, est-ce que tu veux recommencer ? Tu vas me dire ouais, mais cette fois c'est pas 100 000, c'est 150. Je vais dire ok, pas de souci. Cette fois, évidemment, tu as déjà tiré le premier coup, c'est plus qu'une chance sur 9 de te la prendre sur la gueule. Donc, le risque augmente, tu vas me demander plus d'argent. Maintenant, si je te dis, ok, tu as tiré 8 coups, il en reste que 2, et tu sais qu'il y en a forcément un des 2 qui a la balle. Sur le dernier coup, là, par exemple, ça va être ton dernier coup, entre guillemets. Soit tu gagnes, tu as gagné le jeu, c'est-à-dire que derrière, tu sais que la balle, elle était dans le dernier tir de ton chargeur, et derrière, on va arrêter de jouer, parce que je ne vais pas te demander de retirer en sachant que tu vas mourir. C'est aussi simple que ça. Mais dans ce cas-là, combien tu vas me demander pour appuyer sur la détente ? Tu as une chance sur 2 de crever. Là, le jeu est peut-être parti à 100 000. Tu vas me demander probablement 3, 4, 5, 6 millions. Un truc comme ça. Tu as une chance sur 2 de mourir. Voilà. Donc, le jeu est comme ça. Et évidemment, mécaniquement, toi-même, tu vas paraboliser ta demande, la demande de montant que tu vas me demander pour continuer à jouer ce jeu. C'est exactement la même chose et la même réaction qu'à Wall Street en ce moment. C'est de dire, c'est complètement con ce jeu. Et la fin est probablement mortelle. Enfin, mortelle en tout cas, ça va faire mal à quelqu'un. Mais on continue de le jouer autant que faire se peut, et tant qu'il y a des gens qui sont prêts à jouer. Maintenant, ces gens qui sont encore prêts à jouer, ceux qui le font dans une démarche de gestion du risque, tout simplement, ils le font, mais ils demandent une prime pour ce risque toujours plus grande. C'est-à-dire, il faut que les valorisations montent toujours plus vite. C'est un système parabolique et le jeu a une fin obligatoire. Il n'y a que 10 coups dans le chargeur. Quand le 9e a été tiré, soit le mec est mort, soit il reste la balle dans le dernier coup. C'est aussi simple que ça. Qu'on soit bien d'accord. Donc, comprenez bien cette logique de prise de risque, comprenez bien également que si là, les mecs sont assez fous pour jouer le dernier coup à l'achat, il ne faut surtout pas vous amuser à être la contrepartie vendeuse de ces mecs-là, parce qu'ils vont vous demander un profit tellement énorme que s'il faut payer, c'est vous qui allez payer. Donc on ne le fait pas.
Il ne faut pas tenir les ventes, clairement pas. Si ça ne déclenche pas là, tant pis. Les cycles haussiers bénéficient toujours aux acheteurs qui pourront aller sur des prix toujours plus cons. Mais en attendant, il ne faudra clairement pas lutter, et surtout pas face à Apple qui risque d'être le fer de lance. C'est-à-dire que là c'est bien, ça parlait déjà d'Apple, mais je vous imagine même pas les discours qu'on aura sur Apple si ça devait relancer une nouvelle fois en mode complètement parabolique. Ici, vous entendrez parler d'Apple tous les jours au journal de 20 heures pour dire « 1 500 000 de capitalisation, 1 500 milliards de capi, on battra tous les records sur Apple, ils vous sortiront des nouveaux iPads, des nouveaux téléphones, des nouveaux machins. » Mais ils en vendront toujours pas plus, hein. C'est-à-dire qu'en termes de profitabilité, on sera en train de plafonner, mais par contre, les valorisations boursières, elles, continueront d'exploser jusqu'à ce que tout simplement, au bout d'un moment, la spéculation se fasse à la baisse, et puis derrière, vous avez bien compris comment ça se passe. Et c'était comme le Bitcoin, au bout d'un moment, les prix sont tellement hauts que les gars voient ça, les spéculateurs comme moi, on voit ça et on se dit, bon, ok, c'est bon, là, c'est de l'argent facile, on y va, et puis point barre, quoi. Donc c'est qu'un jeu de dupes, à savoir combien de temps on continue à jouer à ce jeu de cache-cache stupide, et surtout quels sont les prix qu'on va réussir à imprimer. Voilà. Si c'est déjà game over, forcément, là, le mec qui continue à jouer va se prendre la balle. Hein. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que là, on va tirer le coup, en fait, ici. Et quand on va tirer le coup, soit la balle était dedans. Hein, tous les gens qui ont acheté ces sommets-là, ils sont ruinés. Ils vont perdre 30% de leur épargne en quelques jours. Franchement, en 3-4 jours, hein, on peut être là. Même pas, j'ai envie de dire, on fait un jour à moins 5, là. C'est-à-dire, si on clôture là ce soir, si aujourd'hui ça baisse, on va clôturer par là. Gaper lundi matin. Et puis voilà, en gros, en 2-3-4 jours, on est déjà sur les niveaux de support 30% plus bas. Donc ça peut être très épidermique, hein, de toute façon, à partir du moment où la balle est partie, on n'arrêtera pas le sang de couler. C'est vraiment ça le principe. Voilà. Évidemment, si par contre les mecs jouent encore ce jeu et que le coup ne part pas sur cette dernière tentative, faudra franchement pas s'étonner de voir une parabole complètement folle se mettre en place derrière. Donc voilà, tout dépend toujours de Apple, principalement. Voilà, pour moi, je ne vais pas y aller par 4 chemins, c'est vraiment Apple. Je vois que General Electric hier, c'est la seule action à la hausse, donc c'est chouette. Maintenant, attention, hein, c'est une bougie certes haussière, c'est-à-dire que la clôture, c'est la deuxième fois. Regardez quand même, hein, moi ce que je trouve fou, c'est que dans ce marché, quand même, la structure de prix est folle. Parce que quand vous regardez les chandeliers, vous dites, waouh, ça non, c'est un truc, j'achète clairement pas. Par contre, si vous regardez un point de vue ligne, ouais, en fait, si, c'est vachement plus intéressant. C'est-à-dire que jour après jour, on grignote, on est en train de construire prix et momentum acheteur. Je m'attends à ce que la prochaine vague de hausse, elle soit pas débile, elle soit pas mal du tout, et probablement elle va sans grande peine casser cette résistance. Donc, c'est intéressant. Maintenant, voilà, petit à petit, Wall Street, on voit que la prise de risque commence un peu à changer. Hein. Je vous dis, ce que je voulais voir, c'était effectivement des valeurs comme General Electric qui sont favorisées à l'achat par le marché, et au contraire, toutes les valeurs de croissance délestées. C'était le thème de la journée d'hier. Les valeurs de croissance sont délestées, et on achète de la valeur, du value stock. Voilà, on achète de la valeur, des actifs qui pourront stocker la valeur, même en phase de baisse, tout simplement parce qu'ils ont été survendus. Hein. Voilà. Donc, ça commence à se mettre en place doucement, ce petit switch. Maintenant, ça s'est fait sur une journée. Je voudrais le voir continuer aujourd'hui ou la semaine prochaine, et surtout pas s'arrêter. Voilà. Pour l'instant, ces scénarios-là restent spéculatifs. Tant que General Electric se recale pas vers les niveaux résistants, pour ma part, c'est pas non plus le scénario du siècle, quoi. Voilà, hein, on est sur des niveaux de prix intéressants, mais tant que ça ne remonte pas, ça montre pas un appétit acheteur, et pour l'instant, donc, ça reste des scénarios spéculatifs. Allez, on va regarder l'USD-CNH, parce qu'il se casse sous celui-là. Voilà, hop, voilà. On est sous la résistance, et donc là on est sur des signaux plutôt intéressants, donc des prises de profit en type exit. On est toujours sous ces signaux, hein, c'est-à-dire que ça passe toujours pas en clôture pour le daily. Même hier, hein, ils ont tenté, mais c'est une mèche haute. Donc au bout d'un moment, moi j'attends une grosse rouge. Hein. Regardez à chaque fois comme ça a été violent quand le changement de paradigme se fait. Donc là on a bien compris, Shanghai essaye de remonter. D'accord ? Donc si Wall Street remonte, et encore plus fort que Shanghai, on va franchir la résistance. Si Wall Street décide d'embrayer alors que Shanghai trouve son bottom, malheureusement, je m'attends à une énorme rouge, hein, un truc comme ça, d'un coup là qui ressort, pouf. Et ce soir, l'ISD-CNH, il est déjà à 6,80. Donc, faut bien comprendre que la logique sur ce truc-là, c'est qu'on peut très bien, là, aujourd'hui, Wall Street s'embraye, ils se font un -4 aujourd'hui pour clôturer tout en bas la semaine. L'USD-CNH, dans ce cas-là, obligé de dérouiller complet, quoi.
Ça me semble une logique imparable. Maintenant, il faut faire attention, et ça faisait partie du scénario, de dire on peut avoir une extension jusque là-haut sur l'USD CNH, aller chercher 127, 138. Maintenant, je le vois difficilement aller beaucoup plus haut que ça. Moi, pour ma part, le scénario spéculatif, je ne l'arrête pas tant qu'on n'est pas au-dessus des 7,05. L'USD MXN, hier, pareil. Alors lui, rocambolesque, mais vraiment, comprend pas. Là, c'est no comprendo. On est sur des structures TP, donc c'est-à-dire le marché, il a fait quoi à chaque fois qu'il avait des structures TP récemment? Il a tout défoncé, c'est-à-dire en gros, dès qu'il y a un peu des prises de profit, allez, bam, on enfonce les tendances, on va toujours plus loin. Sauf sur certains actifs. Voilà. Et tu es là, tu te dis, l'USD MXN, pourquoi ce truc-là, quand il y a une structure de TP, donc la plus faible, c'est même pas confirmé par un momentum acheteur, pourquoi là on passe 3 plombes à latéraliser ce marché alors que, évidemment, quand on va y aller, celui-là, pareil, il va y avoir une bonne chute, quoi. Donc on attend que le dollar se réveille, mais bon sang, en attendant, il faut brouiller les pistes toujours plus fort, toujours. Voilà, en fait, tout ce qui devrait se produire à Wall Street, ça met un temps fou à se déclencher. Avant, il faut emmerder le monde pendant des semaines, il faut revenir chercher les résistances, chasser 15 fois. Pour le faire au final, c'est complètement dingue, quoi. Je veux dire, une bougie comme ça hier, d'où elle sort? Voilà, d'où elle sort. Il n'y a aucune raison qui explique la hausse de l'USD MXN hier. C'est quand même pris 1,50, hein. C'est pas rien du tout 1,50 sur un forex. Bon, après, l'USD MXN a une tendance un peu volatile, c'est-à-dire que 1,50 dans une journée pour l'USD MXN, c'est un peu au-dessus de la norme, mais c'est pas non plus cataclysmique. Bon, voilà, moi ce truc-là, je m'attends maintenant à ce qu'on lui recolle une bonne grosse baisse, mais quand on prend une journée bien haussière comme ça hier, en même temps ça donne pas spécialement envie. C'est la 3e fois qu'on vient chercher le même niveau résistant. Au bout d'un moment quand même, il va falloir qu'on essaie d'y aller parce que moi le dollar, je vois pas ce qui l'amènerait à franchir cette résistance. Là c'est du double bear, là il y a tout qui invite à penser que ce marché là il va casser ce support, mais dans ce cas qu'est-ce qu'on fout encore à trader les résistances? C'est la grande question que moi je me pose. Je n'ai toujours pas la réponse, mais voilà, il y a des positionnements que je vois sur l'eurodoll par exemple, je comprends pas. Voilà, moi ça je préfère être franc, je comprends vraiment pas ce qui se passe ici. Alors on va juste, voilà. Pour moi, c'est pas un marché baissier, l'euro-dollar. Maintenant, il y en a qui pensent que si. Moi, j'ai tendance à penser qu'au contraire, ici, on consolide, mais normalement, c'est plutôt range avant d'être un marché haussier, mais qu'à terme, c'est plutôt par le nord que ce truc-là devrait sortir, pour des raisons, là, pour le coup, plutôt fondamentale, qui est que normalement quand même un arrêt de QE, il serait peut-être temps quand même que l'euro retrouve un peu des couleurs, quoi. Et puis c'est surtout que pour moi le mouvement dominant c'est quand même celui-là. On est dans une structure correctrice certes, mais ça commence à faire un moment qu'on est dedans, et en termes de niveau de retracement, on va les mettre, hop. Voilà. En termes de niveau de retracement, on s'est quand même déjà fait un bon 50%, et là on est en train donc de racheter cette zone 50%. Donc là la question c'est soit si ça tombe, c'est direction 61,8, voire 76,4, c'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible, mais dans ce cas-là, si ça s'écroule, j'aime autant pas vous parler de la tronche de l'euro-yen, parce que si l'euro doit se faire un moins 5%, en plus du yen qui pour moi doit faire plus 7%, l'un dans l'autre, ça fait quand même moins 12 sur l'euro-yen. Je ne sais pas si franchement celui-là peut les encaisser. Voilà, moi je me pose la question de est-ce que c'est réellement ça la suite, ou est-ce que c'est encore l'enfume de Wall Street qui cherche, comme d'hab, à tout simplement fragiliser tout le reste du monde pour trouver un semblant de force. C'est la stratégie Wall Street, hein. On tape sur tout le monde, et comme ça ne va pour personne, ça va toujours un peu mieux chez nous, parce que personne n'ose nous taper dessus à nous, les Américains. Donc c'est bien une stratégie. Pour l'instant, ça a fonctionné. On est bien d'accord que ce sont des stratégies complètement court-termistes. Les risques qui vont être associés à tout ça vont avoir des impacts à long terme sur l'économie américaine. Moyen terme en tout cas. C'est-à-dire que là, ça marche, c'est bien. Trump est content, sa politique marche, il a une adhésion qui est complètement folle. Il risque de gagner probablement ses élections de mi-mandat. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe si derrière Wall Street dévisse? C'est-à-dire s'il commence à perdre la confiance des marchés, notre ami Trump, il a commencé à faire n'importe quoi.
Comme je vous l'ai dit depuis le début, le problème, c'est que face au Trump trade, on aura probablement le Trump crash, parce que le jour où ça va commencer à merder, ça va devenir un catalyseur baissier, notre ami le Trump. Et pour l'instant, il s'octroie les miracles boursiers de Wall Street. Enfin, faut pas nous prendre pour des billes non plus quand même. C'est pas son tax plan qui fait ça. Son tax plan, il a surtout fait surchauffer l'économie, c'est-à-dire que cette fin de cycle, qui était quand même déjà un petit peu en cours, bah, au lieu de s'arrêter par là, voilà, ça c'est l'effet tax plan. C'est-à-dire que tout ça c'est en trop. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est la phase qui est due en plus du tax plan. Mais le tax plan, c'est quoi? Effectivement, c'est des allègements de charges, mais faut être conscient aussi qu'en termes de budget américain, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que bah, c'est bien, mais c'est financer des entreprises avec du déficit public. Et ça, c'est complètement con. Enfin, je veux dire, historiquement, ça n'a jamais marché. Et ça n'a jamais plu au marché, ce genre de truc. Donc, enfin, à court terme, oui, mais derrière, ça finit toujours par être payé. Donc, toute cette phase-là, déjà, ça, c'est le minimum qu'on va effacer. Parce que ça, c'est l'excès qui est dû à la surchauffe du tax plan, qui se produit au pire moment. Hein. Encore une fois, les stimulus économiques, on ne fait pas ça en fin de cycle. On fait ça en début de cycle pour justement stimuler l'économie et qu'elle se projette vers un cycle de croissance alors que les choses ne vont pas encore très très bien. Le timing pour faire ça, hein, on ne va pas se leurrer, le timing pour faire un tax plan, c'est là. C'est ici que vous faites, c'est là que vous faites un tax plan. Voilà, ou là, voilà. Quand l'économie essaie de se reprendre, vous lui donnez des stimulus positifs pour empêcher toute forme de retracement. C'est clairement par là le bon timing pour faire des stimulus économiques. Les QE et autres trucs du genre, hein. Ils sont sortis quand les QE? Ben voilà, c'est exactement ça. Le problème, c'est que tax plan, ça a juste servi à faire ces conneries-là, c'est-à-dire à paraboliser une fin de tendance. Le problème, c'est que ça risque de rendre le déclenchement de la tendance baissière un peu plus brutal que prévu. Voilà. Pour moi, c'est juste ça. C'est qu'en gros, la phase de baisse, elle sera plus violente que ce qu'elle n'aurait été, tout simplement parce que la fin a été un peu plus violente. Le S&P est devenu complètement parabolique pendant les quelques mois de la fin de l'année. Et ça, c'est pas normal. Voilà, c'est clairement pas normal. Maintenant, voilà, il faudra payer ses pots cassés. Bref, donc je m'attends toujours à un regain de volatilité et une poursuite un petit peu plus bas sur les indices à Wall Street. Donc une rechute, on va dire, pour aller clôturer bien en bas. Donc là, je dirais un bon moins 5 de plus à rajouter, même sur le S&P 500. Et après, on s'arrête là. Voilà. Après, on se calme et je pense qu'on se projettera dans doucement mais sûrement un petit rallye de fin d'année pour retracer ces tendances de baisse. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut rester vendeur, mais il faut trouver le déclencheur. Et pour moi, ça ne peut être qu'Apple. Dans la structure de prix actuelle, soit Apple chute et effectivement donne son signal de vente long terme. Hein, voilà. Mais dans ce cas-là, Apple, même chose, hein, une bulle, rappelez-vous comment ça déclenche, hein, c'est vraiment, ça fait du moins 30 et compagnie, on vient par là, donc Apple se casse la gueule, mais les autres valos là, regardez les Netflix et compagnie, se sont tous déjà fait dézinguer, donc Netflix, il y a encore un bon potentiel baissier, il n'y a pas de souci, Nvidia, même chose, voilà, mais ce sont des valeurs qui, elles, ont déjà amorcé les phases de baisse, donc c'est-à-dire que d'un point de vue, on va dire, composant du Nasdaq, c'est surtout les 2-3 valeurs comme Apple qui n'ont encore rien lâché qui vont surtout gérer le potentiel vendeur. Voilà. Mais le Nasdaq ne va pas perdre 30%. Voilà. Moi, je pense que le Nasdaq va faire un bon moins 7, moins 8, voire un peu plus. Déjà parce que dans le Nasdaq 100, il y a quand même 100 valeurs. Hein, donc Apple, c'en est une qui pèse lourd. Hein, voilà, mais on se fait un bon moins 15 sur le Nasdaq et terminé, quoi. Et là, ça finit. Voilà. Là où le S&P fera probablement que moins 5, moins 6. On prend 3 fois plus sur le Nasdaq parce que tout simplement les techs vont se prendre un massif sell-off. Le truc, évidemment, ça doit arriver, ce truc-là. C'est clair et net. On le sait qu'il va y avoir un sell-off sur les techs. On ne sait juste pas quand. Pour moi, tout est mature. Hein, voilà. Donc, je n'ai pas hésité à renforcer Wall Street par là l'autre jour. Pour l'instant, ça se profile bien. On va voir. Soit aujourd'hui, c'est détente du risque et Wall Street préfère se profiler sur l'euphorie chinoise. Et colle dans ce cas-là à cette formation de bottom. Et dans ce cas-là, pour moi, on sera dans un schéma qui ne m'intéresse plus pour l'instant. L'option numéro 2, tout simplement, même si la Chine essaie de se reprendre, ça chie à Wall Street dans la call, et on call la vague 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et bam, grosse 5 étendue, et là, ça va faire mal. C'est-à-dire que là, malheureusement, il faudra s'attendre à des extensions baissières assez violentes. Hein, généralement, quand on fait ça, on va y arriver,
quand on fait ça, la vague 5 étendue, hein, hop, vient généralement chercher des valeurs, voilà, comme ça. Hein. Donc sur le Nasdaq, vous dites déjà, ça c'est le stricto minimum, et on peut sans problème, voilà, passer sous les 6000. Je vous le mets en daily, hein, voilà, ça vous donne une idée des zones target. Voilà. C'est donc en fait les zones qui ont été visées. Hein. Pour moi, ça vient chercher 6000 $, un Nasdaq. Peut-être pas ce soir, hein, peut-être pas aujourd'hui, mais il faut vous attendre, entre guillemets, si on vient clôturer là vendredi, c'est un lundi noir qui va arriver, c'est-à-dire des gaps baissiers et un enfoncement et une panique à bord lundi matin. Voilà. C'est probablement ça d'ailleurs, hein, je pense que le marché va essayer de nous faire, c'est-à-dire, bah là, merde, on va essayer de tenir toute la journée, puis en fin de journée, je m'attends à un décrochage assez brutal. C'est-à-dire, bah, sur les 2 dernières heures de cotation à Wall Street, on se dit, oh putain, merde, on va pas passer le week-end sans problème. Du coup, ça vend avant le week-end, et forcément, bah, lundi matin, c'est probablement le gap baissier qui attendra dans ce cas-là. Donc, c'est à surveiller aujourd'hui, c'est la structure que j'aimerais voir. Maintenant, si la séance aujourd'hui tient bon, quoi qu'il arrive, et arrive même à clôturer en positif, probablement il faudra attendre quelques semaines, donc de rester un peu dans ces ranges-là avant de pouvoir trouver un enfoncement. Voilà. En tout cas, de toute façon, tant qu'on reste sous cette résistance-là des 7442, on va dire là, voilà, 7470, tant qu'on reste là-dessous, pour moi, il n'y a aucun risque à Wall Street d'invalidation des ventes, pour ma part. Hein. Dans ce cas, c'est juste, on va poursuivre la consolidation un petit peu plus loin, et dam, ça reprendra quand même. Hein. Voilà. Je pense que dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas 50 options, ce marché-là va baisser, mais je ne sais pas quand. Allez, gold se redirige gentiment, mais pas encore vers les résistances. Donc toujours pas, je ne remets pas encore mon cash sur le gold. Ça me paraît toujours immature et ça dépend, encore une fois, des schémas de prise de risque à Wall Street. C'est-à-dire que si Wall Street veut prendre du risque, ils vont probablement jouer le levier gold. C'est-à-dire que dans ce cas-là, notre pote le gold, il sera en train de nous faire... Et hop. Voilà, donc c'est pour moi, il n'y a pas 50 options. Soit ce soir, on casse les doubles bears. Et on essaie de passer à travers ça et très clairement on s'envole, c'est-à-dire le gold décolle et Wall Street sort de son schéma donc de prise de risque parabolique. On switch sur les actifs non risqués, les actifs refuges, le switching se fait, dans ce cas-là on ira très très rapidement déborder les 38%, puis chercher les 50%. Dans ce cas-là, la même chose, voilà, normalement on devrait voir dans ce cas-là Wall Street passer dans le schéma que je cherche, c'est-à-dire switching, gros stock to value stock, ça recherche du yen, ça recherche du gold, tous ces trucs-là. Voilà, hein, et normalement, donc l'euro-dollar devrait être à la hausse, se repartir à la hausse, et des trucs comme ça. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut surveiller, je pense, pour l'instant. La UDNZD, on en parle, donc ça rechute pendant la nuit. On revient chercher un peu plus bas, on est donc bien dans le schéma 1, 2, 3, vague 4, vague 5. Le TP ici n'a donc pas suffi. Je pense qu'on vient chercher sans grande peine les 1,078. Évidemment, par là et sous condition d'un prochain signal, je pense qu'il faudra être un petit peu plus intéressant face à des achats. En tout cas, donc pour l'instant, laisser la UDNZD faire son job. Je pense que c'est sa dernière vague correctrice. Je vois difficilement ce marché-là aller retracer plus profondément que ça. Mais donc pour l'instant, ça ne trouve pas le soutien nécessaire. Donc je dirais, voilà, attendre un petit peu de retrouver vers ces anciennes zones support des 1,077. Essayer de trouver un sentiment acheteur un peu plus prononcé. Donc là, de toute façon, on va la jouer simple. Moi, tant que ça ne recasse pas cette oblique-là, je ne fais rien à l'achat sur ce marché. Donc je ne vais pas jouer l'achat spéculatif sur le support. Je vais laisser le marché tergiverser sur cette zone. J'espère qu'il va la tenir. Je vais les laisser faire le couillon probablement encore quelques semaines. Avant, j'espère que enfin la partie AUD reprenne du souffle face à sa pote plus petite. Donc le yen hier, c'était le thème de la journée, hein, et j'aimerais bien le voir continuer, hein, c'est-à-dire tout simplement, regardez-moi ça, est-ce qu'ici on s'était embêté avec des retracements? Non. Pourquoi? Parce que ça servait à Wall Street, donc évidemment dès que ça sert à Wall Street, on y va tête baissée et on enfonce, et c'est tête dans le guidon et on pousse autant qu'on peut. Pour moi, le yen, il est sur des supports long terme, c'est-à-dire ici, il est supporté. Ici, c'est ça qu'il faut trader, c'est-à-dire qu'ici, il faut chercher des achats, et je cherchais des structures acheteuses. Là, j'ai une structure cycle acheteur, c'était plus que du TP, dans une zone d'achat et de soutien de moyen terme. Je ne vois pas pourquoi ici, on n'enfilerait pas justement des séances à la hausse. Donc le yen, bon, voilà, est-ce qu'il ne pourrait pas remonter, tout simplement casser sa résistance? Parce que tout ça, c'était purement de la connerie. Voilà, on peut le faire. Donc je m'attends à ce qu'il y ait toutes les portes ouvertes. Maintenant, il faut que l'étincelle prenne enfin à Wall Street.
Et vraiment, tout se catalyse sur Apple. Allez, on va s'arrêter là. Donc l'euro-yen, hier quand même, on va en reparler, on va regarder la clôture, à quoi elle ressemble. Donc sa clôture tout en bas, forcément, c'est pas très très beau. C'est pas très enjolivant. L'USD-yen, évidemment, pour l'instant, s'en sort un petit peu mieux. Mais ça reste une invalente baissière hier, hein, c'est-à-dire qu'on vient clôturer sous le prix d'ouverture précédent. Donc ça reste baissier. Maintenant, moi j'aimerais bien voir l'euro-dollar enfin arrêter ses conneries vendeuses, c'est-à-dire que bon, ça c'est une tendance qui évidemment fait plaisir à Wall Street. Donc pour l'instant, ils ne luttent pas contre ça. Ils sont pas fous les gars quand même. Hein. Tout ce qui, comme je te dis, tout ce qui défavorise les autres favorise entre guillemets un petit peu Wall Street et ça les arrange bien quoi. Donc pour l'instant, l'euro-dollar ça leur fait plaisir. Mais le problème c'est que pour moi on est sur des niveaux de retracement 50%. Qui ont très, très forte chance de tenir. Donc on fait joujou, on fait mumuse ici, c'est bien, mais je m'attends à ce que ça se reprenne sur l'euro-dollar dans les prochaines semaines. Maintenant, pour l'instant, je n'ai pas le signal de prix qui corrobore le scénario. Donc tant que les prix ne se réorientent pas à la hausse, il ne faut pas anticiper, il ne faut pas renforcer ces positions-là. Maintenant, est-ce que pour l'instant, il faut réellement s'inquiéter? Pour moi, non. Voilà. Pour moi, l'euro-dollar, il se dirige plutôt une nouvelle fois vers ses résistances pour aller chercher ses résistances de long terme. C'est-à-dire, vous voyez bien, en fait, cet indicateur-là, alors je pense que je vais vous le publier aujourd'hui. Je vais vous le mettre. Hein. Voilà. Le principe, c'est de vous dire, voilà, c'est un peu comme des lignes de tendance. Voilà. Vous dites ici, effectivement, il y a bien une ligne de tendance et c'est effectivement par là qu'on devrait venir rechercher l'euro-dollar. Et c'est ici que se jouera la bataille acheteuse-vendeuse. Donc moi, je m'attends à ce que, vous voyez, hop, on forme un petit creux, hop, on revient par là, on consolide, et ici, après, hop, on essaye de déborder, et c'est au débordement de cette tendance-là qu'on pourra donner un sentiment acheteur, un peu plus acheteur à ce marché. Mais est-ce que pour autant, on doit aller casser ce support? Je ne pense pas. Clairement, moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que là, voilà, en fait, au sein de ce pseudo-canal, on voit bien que du coup, on essaie, entre guillemets, de constituer des obliques comme ça. Donc oui, on est au sein d'un canal un peu descendant. Voilà. Est-ce qu'on va chercher ce support-là? C'est pas impossible. Il n'y a pas de contre-indication technique à ça. En attendant, il y a quand même une zone de soutien acheteur ici, et on va voir. Si elle cède, oui, sans aucun problème, on ira chercher les niveaux inférieurs, les 1,12. Je vous rappelle quand même que la BCE a posé alors c'est pas un PEG, parce qu'on ne peut pas appeler ça comme ça, mais la BCE a fait ses calculs de projection inflationniste avec un euro-dollar à 1,18. Si on commence à partir 1,12, c'est un peu piquant pour la BCE. Hein. C'est-à-dire que là, il va falloir revoir les chiffres d'inflation et revoir tous les calculs, en fait. Ça commençait à être un peu piquant pour la zone euro si on s'amuse ici. Mais ça arrangerait encore une fois Wall Street. Hein. Une zone euro faible, c'est toujours Wall Street, malgré sa faiblesse, plus fort. Voilà. Donc à surveiller dans les prochains jours. Je pense que les mouvements euro-dollar me semblent assez bizarres. Mais je ne vois rien qui semble freiner cette tendance. Et c'est ça qui m'inquiète le plus en fait. C'est le principe de dire je ne comprends pas ce qu'on fait ici. Je ne comprends pas pourquoi on retombe sur ce niveau technique. Mais en attendant, le marché ne donne pas le moindre signe de stabilisation. Donc face à ça, comment on trade? Malheureusement, moi je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas la réponse. On est sur le niveau technique. Je vais attendre la réaction puisque je n'ai aucun signal qui me permette de spéculer sur ce niveau. Donc soit ça déborde, je vais invalider partiellement mon euro-dollar, c'est-à-dire que je vais prendre une perte partielle, et tant pis, ce sera pour plus tard. Et dans ce cas-là, l'euro-yen risque de se prendre une bonne grosse tartasse, ce qui était prévu en soi. Mais pour moi, l'euro-yen, il était surtout prévu qu'il baisse à cause du yen, pas à cause de l'euro. Voilà. Et normalement, l'euro-yen, pour moi, il doit accélérer, c'est-à-dire aller chercher le bas de son canal et en sortir par le bas. Donc pour le moment, j'aimerais bien que ce soit plus le yen qui se renforce que l'inverse. Et malheureusement, c'est plutôt la partie européenne qui semble, enfin la partie euro, qui semble se dégrader plus pour l'instant. Bon, qu'il en soit ainsi, on va dire, à court terme, mais j'aimerais bien voir le marché me redonner un petit peu plus raison à l'avenir. Le NZD Yen, sans grande surprise, qui efface intégralement sa journée d'hier, puisque donc du coup la UDNZD se redirige vers son support. Donc forcément le NZD Yen continue son range à la con. Donc on va partir sur un range un peu plus long, je pense, sur cette paire. Donc tout simplement, ça va ranger un peu plus longtemps avant de venir jouer, je pense, des breakouts. Donc je pense qu'on va attendre une nouvelle fois la cassure ici, c'est-à-dire attendre que cette ligne de tendance arrive, la casser et après potentiellement un déclenchement.
Donc c'est très pernicieux, je ne comprends pas. Là encore une fois, je ne vois pas. La structure triple bottom me semble complètement folle. Mais bon, c'est aussi à la hauteur du breakout qui suivra. Hein. Une fois que ce breakout-là va prendre, ça ne va pas être joli ce qu'il va y avoir derrière. Donc pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. En hebdomadaire, ça tient le coup, on lâche rien. Et on essaie donc de casser la pression baissière. Mais je pense que c'est la casser pour venir là. Et hop, voilà. Hein. Donc je pense que ce n'est pas un scénario qu'il faut invalider. C'est juste que cette petite résistance-là de court terme risque éventuellement de sauter. Si le yen ne se renforce pas plus que notre pote le NZD, même si je pense encore une fois que l'effet aussi NZD est transitoire et que au bout d'un moment, le NZD reste quand même une devise qui a un appel baissier assez prépondérant. Hein, voilà, pour moi, le NZD, on voit bien les belles phases de tendance baissière. Je pense clairement que c'est par là que ça se recherche. Hein, voilà, donc c'est question de timing. Le problème, c'est le timing. Voilà. Je regarde ce que j'ai d'autre à mettre sous la dent, rien du tout. Donc voilà, hein, on attend de voir ce que pense Wall Street de cette clôture hebdomadaire. Et je m'attends donc, j'aimerais bien un vendredi un peu volatile, dont le but serait tout simplement d'aller rechasser le bottom de cette semaine de la semaine passée, pour aller clôturer dessous. Donc j'aimerais bien aujourd'hui une séance à Wall Street, un peu neutre au début, et puis hop, en fin de séance, ça dérouille et on va clôturer là-dessous. Et ce serait plutôt bon signe pour des poursuites vendeuses. Je prends vos questions et on arrête. Alors, est-ce que tu as des chaînes ou blogs qui t'ont fait progresser en trading que tu nous conseilles? Alors, le problème, c'est que la plupart n'existent plus aujourd'hui. N'existent plus. Déjà d'une, je ne me souviens pas de tout. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Après, ce que j'essaie de faire, c'est par contre de vous retranscrire ce que j'avais retenu des bonnes choses que j'avais apprises à l'époque. Hein, voilà. Mais quelles sont les chaînes YouTube que je suis niveau trading? Je regarde souvent, pour la partie macro, l'introduction de IG, donc de Baradez, qui dure 5 minutes. Bon, après, je ne regarde pas du tout la partie technique, mais je trouve que ces visions macro sont bien. Disons que pour un analyste, je trouve l'analyse macro, je trouve l'analyse macro pas totalement juste analytique. Voilà, c'est-à-dire que je la trouve un petit peu, il se mouille un peu Baradez des fois, j'aime bien ça, voir un analyste qui voilà, ça reste un analyste, hein, qu'on soit bien d'accord, qui on va dire, qui tape un peu les bords, c'est-à-dire qui fait du tradalisme, quoi, on va dire. J'aime bien cette idée-là, voilà, d'accepter de prendre un peu parti de temps en temps, tout en restant quand même assez neutre, puisque de toute façon la macroéconomie, c'est pas voilà, il donne son sentiment sur la macroéconomie, mais l'analyse derrière reste purement factuelle, et j'aime bien ça. Voilà. Pour cette partie-là, je trouve que c'est bien fait. Et après, je regarde aussi une chaîne américaine pour avoir la vision des permaboules à Wall Street, et c'est marketscholars.com. Voilà. Et j'aime bien leur vision, mais eux, c'est clairement du permaboule. Hein. Voilà, c'est tout le temps bullish, c'est tout le temps buy the dip, tout va toujours bien. Voilà. Donc, ça va souvent très bien, et quand ça va pas bien, c'est à court terme avant de re-aller bien. Donc voilà, hein, on va voir tout ça. Maintenant, moi, je pense que je ne me laisse pas influencer par ces émissions-là, si vous voulez. Je les regarde pour avoir la psychologie des différents intervenants, en fait. Mais c'est un peu tout, voilà. Et j'ai regardé pendant un moment Béchade pour avoir un peu la vision des permabères. Mais bon, maintenant, ça tourne carrément en rond Béchade, donc ça commence un peu à me fatiguer. Mais bon, voilà, c'était simplement ça. J'ai eu ma phase Béchade pour m'informer de savoir ce que pensaient les permabères. Je regarde toujours un permaboule américain, c'est obligatoire, surtout dans le contexte de marché actuel. Et j'aime bien, donc voilà, suivre la macroéconomie. C'est un peu comme ça que je fais mon micmac. La macro, le permaboule, le permabère, je synthétisais un peu tout ça pour me faire mon propre avis. Et après, évidemment, pas de trading tant qu'on n'a pas la technique qui corrobore. Oui, merci pour vos bons anniversaires. Alors, heureux soit le jour de ta venue. Salut sur Kraken, tu peux mettre du levier avec ton capital crypto, cela permet-il une stratégie? J'ai déjà répondu à ça. Ça me dit quelque chose, ça. J'ai déjà répondu à ça. C'est quoi ce bordel? Ah oui, mais tu me reposes la question. Non, voilà. Un achat spéculatif long avec du levier, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire de long terme avec du levier. Voilà.
Le buy and hold ne peut pas se faire avec levier. C'est juste deux choses que tu ne peux pas connecter. Parce que buy and hold, par définition, ça se fait sans levier. Si tu mets du levier, c'est plus un buy and hold, c'est un trade spéculatif. Si tu fais un trade spéculatif, c'est toi qui vois. Mais moi, je pense que c'est encore beaucoup trop risqué sur Bitcoin. Tu peux le faire dans le cadre de ce que j'ai dit au début de l'émission, mais dans ce cas-là, avec un stop sous le précédent bottom, et si ça va le chercher, bah, tu pleures pas. Hein, voilà, c'est le jeu de la spéculation. Une vidéo spéciale VIX, pourquoi pas. Ouais, il faudrait peut-être le faire. C'est vrai que j'avais oublié. Alors, il faudrait que tu penses à me le rappeler encore une fois, quoi de neuf. Tu vois, de temps en temps, tu me redistilles ça dans les questions. J'essaierai de m'y occuper. Mais là, c'est vendredi, c'est pas le meilleur moment. Donc, la semaine prochaine, essaie de me le rappeler. Alors, devrait revenir sur leur plus haut, puis s'installer dans un range. Pour moi, je pense que le plus haut du market cap, 800 millions l'année passée, va être facilement doublé, voire triplé, vu l'adoption. Tu ne penses pas? Non, je ne pense pas du tout. Moi, je pense que c'est une market cap crypto, on va dire, entreprise liée à la crypto qui va clairement exploser dans les prochaines années. Mais pas nécessairement celle des coins. Voilà. Je pense pas. Voilà, tout simplement parce que la bulle a atteint des niveaux complètement complètement stupides. Et que je pense que cette market cap ne sera jamais repassée. Si on la repasse, on n'ira pas beaucoup au-dessus. Mais encore une fois, je pense que la valeur sera créée ailleurs. C'est-à-dire la crypto-devise, c'est la base, c'est la structure. On va surcoucher par rapport à ça. On va rajouter des couches. Mais les couches qui vont créer de la valeur ne seront pas nécessairement à l'étage crypto-devise. Mais je pense justement au-dessus de ça. Voilà, les technologies qu'on aura créées seront financées par les crypto-devises, mais je pense que l'étape création de valeur crypto-devise, elle est probablement terminée, ou en tout cas, elle n'ira pas bien au-delà de ce qu'elle a fait. C'est mon sentiment. Par contre, il y a des boîtes qui vont effectivement être extrêmement valorisées dans ce truc-là. Voilà, je pense. Alors, que la compagnie des Alpes, le cours de CDA, alors on va aller regarder. Donnez-moi vos petites pépites comme ça, on les regardera hein, si vous voulez un appui technique derrière. Alors on va aller un peu plus long terme, hein, d'accord. Donc là, parce que oulala. Non, ça tu n'achètes pas. Hein, je suis désolé. Non, ça ne s'achète absolument pas. Même au contraire, hein, c'est le truc. Si tu as encore ça en portefeuille, je te plains. Hein, voilà, j'espère que tu comprends pourquoi je ne vais même pas plus loin. Hein. Si pour toi ça c'est une stratégie à acheter, si pour toi c'est un contexte à acheter, je t'invite à revoir ta lecture des contextes. Parce que pour moi, là, tu n'es pas du tout dans un contexte acheteur. Alors, Valourec. Non, il n'y a qu'un L. Ah si, 2 L. Alors, Valourec. Ah, ça, c'est plus intéressant. Voilà. Là, effectivement, tu es sur une entreprise qui est sur un ratio structurel, mais tu vois que ça a énormément de mal, ça patine assez fortement. Donc là, moi, je dirais qu'il vaut mieux attendre un momentum acheteur sur une action comme ça. C'est-à-dire que là tu vois bien hein, la hausse considérable de volume. Donc là, on est bien dans un schéma, c'est-à-dire tu vois le schéma d'échange de la valeur. C'est-à-dire que là, on est effectivement sur un actif très spéculé, et là, tu sens que c'est plutôt des investissements de type buy and hold. Vu l'échange de volume et la chute des prix, d'accord, ça c'est bien un marché bulle, crack, et là, on est bien réduction de la volatilité. On est dans le même schéma, si tu veux, que le Bitcoin. C'est-à-dire que pour moi, ça, effectivement, tu peux faire un buy and hold. Mais le problème, c'est que face à ça, tu ne peux absolument pas mettre plus de 5% de ton capital. Tout simplement parce que le problème, c'est ça. C'est que si jamais la stratégie de l'entreprise ne retrouve jamais un attrait acheteur, tout simplement, tu casseras jamais la tendance baissière. Voilà, l'objectif, là, c'est de dire, si tu la joues à faible risque, tu attends que le marché se redirige vers ces zones-là, et tu essaies de jouer justement les avalements et les retracements techniques haussiers dans un premier temps, c'est-à-dire les refranchissements de résistance. Et tout comme sur le Bitcoin, hein, tes objectifs seront de revenir chercher cette résistance, de la franchir marginalement, puis celle-là, ça va être de regrignoter petit à petit les étapes baissières qui ont catalysé le marché vendeur, le marché bear market, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais ça laisse des objectifs très intéressants. Enfin, là, rends-toi compte quand même que si tu te fais un buy and hold à 4 € l'action, putain,
merde, quoi. Enfin, tu peux viser des premiers TP à 15-16, c'est-à-dire un x3. Par contre, voilà, il y a un rendement associé qui est très intéressant. Je pense que tu es au courant que du coup, ça se fait par rapport à une prise de risque exacerbée. Donc, moi, je dis, là, si tu mets plus de 5% de ton capital sur cet investissement, tu es complètement fumé du bulbe. Voilà. Par contre, ça se fait, pourquoi pas. Mais le risque, c'est que là, tu te fais fumer 5% de capital direct. Hein, parce que c'est un truc comme ça, si ça ne vaut pas grand-chose, tu pourras espérer la refourguer à 2,50 dans plusieurs années si ça ne remonte jamais. Voilà. C'est le risque. Voilà, c'est le risque. Mais je pense que de toute façon, à 2,50, un truc comme ça se fera racheter. Hein. Tu te prendras une OPA ou un truc comme ça. Voilà, mais bref, je dirais que là, le risque pour moi, c'est de perdre 50% de ta valeur. Donc si tu mets plus de 5 000 euros, c'est quand même un peu compliqué. Et puis, par contre, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que c'est un trade, si ça passe, dans 1 an ou dans 2 ans, tu as gagné 10 000 balles dessus, c'est pas dégueu, et tu n'as risqué que 5 000 euros si tu as 100 000 euros de capital. Voilà. C'est-à-dire que tu auras fait 10% de gain. Pour moi, c'est intéressant. Voilà, le ratio est intéressant. La structure de prix corrobore à une stratégie que je peux mettre en place. Par contre, le cadre, c'est du buy and hold. Donc là, il faut être très patient. Hein, c'est-à-dire que ça peut mettre des semaines, voire des mois. Enfin, ça peut mettre des mois, voire des années avant de retrouver un sentiment acheteur. Le risque, c'est qu'évidemment, il n'y ait pas d'acheteur. Et dans ce cas-là, tu l'es dans le cul. Et tout simplement, la boîte va crever et puis elle se fera racheter par un concurrent, probablement. Même avec une prime, tu pourras difficilement dépasser 2,50 dans ce cas-là, je pense. Hein, voilà. C'est un risque, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais ça me paraît intéressant. Hein, voilà, un truc comme ça, moi, je ne suis pas contre. Voilà. Mais incertitude sur le timing, tout ce que tu peux, c'est là, effectivement, dire les prix sont intéressants, la volatilité est faible, le volume est là en support. On va voir, voilà. Alors... Je me suis pris un stop loss sur les taux à 10 ans allemands. Non, moi je n'ai pas pris de stop, pas du tout. Moi je vous ai dit, mes taux allemands, j'ai pas de stop. Alors si, mais il est tellement loin que le marché ne peut pas aller le chercher. Moi mon stop il est là. Hein, voilà. Donc c'est-à-dire il faut retourner à 0,25. Ça m'étonnerait qu'on y arrive. Je serais franchement surpris si ça devait être le cas. Mais voilà, pour moi c'est là l'invalidation. Maintenant j'ai pris des renforts la semaine passée. Mais par contre, c'est un trade qui a une échéance décembre. C'est-à-dire qu'effectivement, 10 décembre, c'est terminé. Enfin, les contrats futurs arrivent à expiration. Donc, si franchement, si ce marché-là revient une nouvelle fois chercher des 0,30 ou des trucs comme ça, mais je deviens complètement fou. On n'a rien à faire là. Hein. Je vous rappelle qu'en décembre, il n'y a plus de QE. C'est-à-dire qu'en décembre, les injections monétaires de la BCE, qui est le principal acheteur de Bund, va disparaître. C'est-à-dire, on sait qu'on est dans un marché complètement illiquide. Moi, je m'attends à un crack obligataire si on continue à jouer à des conneries comme ça. Parce qu'un marché qui prend... là, voilà, on se dit on est à 0,40, hein, 0,41. Si on se retrouve là-haut, hein, d'accord, c'est-à-dire ce qui me semble être pour moi le prix moyen d'une sortie de QE. C'est-à-dire que sans soutien monétaire de la BCE, pour moi, le 10 ans allemand, il doit être pricé au moins à 1,35. Accrochez-vous les loulous, hein. Ça fait 100 points de base. Donc 100 points de base en quelques semaines, ça pique, mais ça pique sévère. Hein. Ça pique extrêmement sévère, c'est proche du crack obligataire. Donc il faut faire très très attention à ça, tout simplement parce que les réajustements de taux, quand c'est fait de manière brutale, il y a ceux qui l'ont anticipé, mais il y a ceux qui ne l'ont pas anticipé et qui vont se retrouver avec une charge du crédit, tout simplement, qui augmente un peu trop vite. Et ça peut créer des déstabilisations dans certaines entreprises. Bon, ce ne sera pas le cas des grosses boîtes américaines, des grosses boîtes allemandes. Elles ne sont pas stupides. Elles ont déjà prévu la hausse des taux d'intérêt pour l'économie allemande. Bon. Moi, je vous dis, faites attention, je sens qu'ici, il faut être à l'achat de ces trucs-là parce que je sens la merde derrière. Et si c'est pas sur les... Par contre, le problème, voilà, c'est qu'il y a aussi le cas de figure où, comme j'ai l'habitude sur les Bund, c'est que évidemment, le marché il va traîner la papate, et ici, boum, tout ça, ça va être joué avec l'expiration des contrats futurs. C'est un grand classique, entre guillemets, c'est-à-dire que pour éviter la volatilité, la BCE, elle fait quoi ? Via des mécanismes toujours un peu spéciaux. Elle n'a pas le droit de le faire, mais encore une fois, la BCE, elle peut prêter de la liquidité aux banques. Donc, dans tous les cas, voilà, elle va dire, en gros, on vous donne de la liquidité, mais par contre, il faut maintenir les contrats futurs. Les
futurs Bunds, il faut les maintenir sur des niveaux stables, sinon c'est la stabilité financière. Voilà. Bon, on sait que de toute façon, les dés sont pipés. Hein. Les banques centrales, leur rôle, c'est la stabilité. Et quand elles prennent un peu trop de risques, elles s'assurent que, évidemment, les vilains spéculateurs derrière ne sautent pas dessus. Hein. C'est-à-dire, en gros guillemets, nous, on vous fournit la liquidité à vous, les banques. Par contre, si vous vous amusez à spéculer contre nous, là, on ne va pas être d'accord. Donc aujourd'hui, tu sens que les banques, elles n'osent pas trop spéculer sur le Bund, même s'il y a une vraie opportunité spéculative. Elles ne le font pas parce que, probablement, la BCE dit « Attendez, les gars, vous n'allez pas vous amuser à vendre du Bund. C'est quoi ces conneries ? Si vous faites ça, on va vers un crack obligataire et c'est nous qui allons nous prendre des tartes derrière. » Donc non, voilà, la stabilité financière, c'est bien entendu le rôle de la BCE et il est bien stupide celui qui imagine que la BCE n'impose pas un certain contrôle ou une certaine retenue sur les spéculations qui pourraient aller contre elle au niveau de ses partenaires, les banques. Voilà, mais c'est toujours pareil, c'est le jeu de dupes, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette confiance, si elle est rompue, va devenir très dangereuse. Voilà. Donc, moi je pense que pour l'instant la confiance est là, tout va bien, mais que la sortie du QE va probablement se faire un peu plus difficilement que le marché ne l'anticipe. Mais bon, ça c'est moi je spécule là-dessus. Voilà, je vois un gain à faire. Maintenant, attention, c'est un gain spéculatif. Si ça passe pas, c'est tout simplement. Je pense que de toute façon, mes prix de revient sur les Bunds, mon prix de revient moyen, il doit être par là maintenant. Hein, donc je dois être à 0,35, un truc comme ça. Bon, pour l'instant, je suis pas en négatif. Même si ça doit y passer. Pour moi, tout ce qui compte, c'est qu'en décembre, on soit au-dessus de 0,36. Je vois difficilement comment, en fin de QE, on pourrait être à 0,30 sur une économie allemande, à 10 ans. Donc, voilà, pour moi, je ne vois pas le risque pour l'instant parce que je ne vois pas d'échéance sur ce trade. Voilà, pour moi, il n'y a vraiment pas d'échéance. Donc, je laisse faire, tout simplement. Voilà, je laisse faire ces stratégies qui me semblent un peu dangereuses à court terme. Mais bon, voilà, le marché veut chasser des stops, à qui veut bien les donner. Moi, clairement, je ne donne pas mes stops à ce marché-là. Le stop, c'est échéance décembre. Voilà. On arrive en décembre, ça passe pas, malheureusement, ça aurait été un raté. Ça passe et je vais me gaver. Mais je pense que ça montera. C'est-à-dire que pour moi, ce cycle-là, quoi qu'il arrive, il ne peut pas venir là. Enfin, je ne vois pas comment on peut retourner vers du 0,25. C'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment hop, le prochain cycle. C'est-à-dire là, attendre que ça forme un creux. Et le prochain cycle haussier, j'hésiterai pas à renforcer, hein, bien évidemment. Mais je vois déjà pas ce qu'on fout là. Hein. Je préfère y aller très clair. On n'a rien à faire ici, mais on y est. Bon, je constate. J'ai pris des premiers petits renforts spéculatifs. J'hésiterai pas à foutre encore plus de levier dans la prochaine phase haussière. Alors, tu dis de ne pas rentrer de nouveau sur un trade, mais là, le trade prend une tournure différente vu la chute vertigineuse et incompréhensible. Non, attends, elle n'est pas vertigineuse. C'est rien du tout, bon sang. Il faut te rendre compte d'un truc, ça paraît vertigineux. Enfin, hier, ça faisait du moins 10% et des trucs comme ça. Mais parce qu'on est sur du... En fait, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de 0,46 à 0,42. C'est-à-dire, on a perdu 4 points de base. Waouh, c'est que dalle 4 points de base. C'est juste parce que effectivement, les chiffres sont marquants sur le 10 ans, parce qu'on est sur des petits taux, des taux très faibles. Donc, une variation de 4 points de base sur un taux à 0,45, c'est 10%, oui. Mais la variation du taux, elle reste faible, d'accord, hein. Une grosse variation sur un taux, c'est quand tu fais du 40, 50 points de base, là, ça devient important. C'est ce que je te dis, c'est pour moi, les Bunds, là, quand ils vont se prendre les 40 points de base du prochain cycle haussier, qui, je pense, va pas tarder à arriver, c'est là où ça va être intéressant, c'est là où il y aura du pognon à faire. Mais il faut bien être conscient que les Bunds ne vont pas perdre mécaniquement 10% de leur valeur à ce stade-là. Tu vois ce que je veux dire, voilà, faut pas regarder le pourcentage du taux, ça ne veut pas dire le pourcentage de variation d'un Bund. Clairement pas. Voilà, le prix des Bunds, ça ne varie pas de 20%, hein, sinon ça se saurait, quoi. Mais donc voilà, il faut faire quand même attention. Mais je pense que quoi qu'il arrive, là, au bout d'un moment, je pense que le prix d'échange des Bunds devrait se réorienter légèrement à la baisse dans pas longtemps, étant donné que ceux qui détiennent des Bunds à 0,30, 0,40, en sachant que dans quelques mois, ils seront probablement proposés à 0,80
Ben, pourquoi les mecs achèteraient ça à 0,40? Voilà, moi, pour moi, la mécanique est aussi simple que ça. Je ne vois pas qui aujourd'hui échange des boons à ces prix-là. Tout simplement, personne ne les échange. On est dans un marché extrêmement illiquide, qui est probablement tenu par les rênes de la BCE. Donc, personne ne veut spéculer contre la BCE. Et pour l'instant, effectivement, le marché reste sur des pricing stupides du fait d'une illiquidité assez dangereuse. Maintenant, pour moi, quand je vois un marché peu liquide, qui a été influencé par des manipulations depuis, voilà, hein, QE, tout ça, là, voilà, tout ça, c'est magnifique, parce que là, c'est de la grosse manipulation. Manipulation, baisse de la liquidité, sortie du programme de manipulation. Pour moi, ça va chier dans la colle. Hein, je ne vais pas y aller par quatre chemins, et je veux être exposé à ce marché en tout temps, parce qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui va dérailler. Mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, et pour l'instant, tout va bien, tout est sous contrôle. Voilà, le constat est simple. Tout va bien, tout est sous contrôle. Okay, mais ça, c'est bien le prochain mouvement. Hein. Une hausse de l'ordre de 100 points de base qui devrait arriver sur les taux en Allemagne. Tout simplement un resserrement des spreads. Parce que la BCE, pour stabiliser la zone euro, elle stabilise avant tout et surtout les obligations allemandes, qui sont un marché tellement illiquide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal acheteur de Bund, c'est la BCE. Voilà, et il s'en cache même plus, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y avait même Pratt, là, donc, qui osait dire, bon, il va falloir se poser le problème du QE, parce qu'en fait, on n'a plus assez de profondeur dans le marché pour continuer à racheter 40 milliards, enfin à l'époque on était encore à 60, à racheter les 60 milliards de dollars, d'euros par mois, c'est pas possible. Il disait, le problème c'est que là, on déstructure, on altère la structure du marché, mais à des niveaux qui commencent à devenir dangereux puisque la profondeur est insuffisante. Entre guillemets, la liquidité obligataire en Europe, c'est nous. Et ça, c'est problématique, parce que ça ne doit pas être le cas. Hein. Ce n'est pas le rôle de la Banque centrale. Le rôle de la Banque centrale, elle est d'éviter justement les pressions sur les taux. Mais si c'est le faire à court terme pour avoir encore plus de volatilité à long terme, c'est juste un couteau très tranchant qui va te revenir dans la gueule. Donc non, il faut faire très 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 attention à ça. Voilà. La BCE, évidemment, elle doit piloter ça intelligemment. Moi, je pars du principe qu'il y a quand même des gens intelligents dans ces institutions-là. Je me dis que pour l'instant, ils savent que ça va chier et ils essaient de faire en sorte que ça maintienne et que la transition se fasse le plus possible en douceur. Mais pour ça, il faut pas de spéculateurs. Il faut éviter qu'il y ait des fonds spéculatifs qui viennent faire mumuse. Voilà. Mais au bout d'un moment, je pense que le contrôle de la BCE sur l'afflux de liquidité, il se limite à ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire que derrière, il suffit qu'il y ait un gros fonds spéculatif qui arrive et qui dise « Ok, vous savez quoi, 100 points de base à faire sur les bunds, on arrive, on fout du milliard à la vente sur les bunds. » Ça arrive, la BCE, elle ne peut plus faire son QE, elle va dire « Oh, qui c'est le vilain méchant qui spécule sur mes bunds ?» Mais en attendant, les bunds vont chuter en ligne droite et puis ce sera comme ça. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Hein, les attaques obligataires, on sait que ça arrive. Surtout que là, on est dans un marché illiquide. Moi, en tant que vilain spéculateur, je vois l'opportunité. Je peux vous garantir que je ne suis pas le seul à la voir. Maintenant, il y en a qui probablement se disent c'est pas encore le bon timing pour appuyer sur le bouton et jouer contre la BCE. Mais quand la BCE va sortir son QE, j'ai bien peur que malheureusement, elle n'arrive pas à contrôler tout le monde. Hein. Donc faire attention là-dessus, mais moi je pense qu'il faut être à l'achat des bunds, à la vente des bunds, pardon, quoi qu'il arrive, puisque après des lignes de tendance ici, tu en as plein, hein, voilà, on est bien sur des zones où ça doit supporter. Tu viens chercher tout simplement tes obliques, et voilà, tu en as une ici. Voilà, si tu veux, le marché peut très bien se dire, allez, on va quand même jusque là. Voilà, tu as ça, tu as aussi le schéma ici où ça peut être assimilable à une vague 1, donc dans ce cas-là, on serait déjà sur le support overlap. Voilà, hein, c'est totalement possible. On est quand même sur un niveau psychologique aussi, les 0,40. Je vois difficilement comment on pourrait basculer là-dessous. Bon, voilà. Donc il faut faire attention sur les bunds, mais moi je pense qu'on n'est absolument pas dans un cadre où il faut prendre des stop-loss sur ce marché. Alors, là tu m'en donnes beaucoup, alors je vais faire quasi, et puis on va s'arrêter là. Ouf, oui, alors d'accord, bon, là c'est... Le problème, c'est que là, quand même, on arrive sur du penny stock, là. C'est-à-dire que tu es quand même sur une valeur qui valait combien? Ouais, non. Bon, là, c'est le problème. Là, tu as juste une valeur en chute libre. Moi, ça, j'achète pas. Non, je fais pas ce genre de truc. Voilà. C'est-à-dire que là, tu n'as même pas eu des cycles haussiers. C'est juste un truc qui s'est fait démonter.
Non, non, voilà, moi ça je cherche pas du tout. Il faut des cycles. Moi il me faut des cycles. Là je vois juste un cycle. Voilà. Donc je suis désolé, je peux pas faire de magie là-dessus. GV et Riot. Même chose, pas de cycle, pas d'achat. Riot Blockchain. Ouf, oula, oulala, oulala. Alors ça aussi c'est très dangerous. Alors là on va carrément mettre du log parce qu'on n'y voit rien sinon. Ok, bon, ça c'est plus intéressant. Alors ça c'est plus intéressant, disons que c'est plus exploitable. Je vais enlever le log pour voir l'action de prix à court terme. On va passer en daily. Ok, voilà, ça c'est plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Mais je dirais que là-dessus, il faut que tu attendes que ta volatilité s'écrabouille. Même chose, on voit bien hein, la structure de crack. Donc là, face à cette structure crachante, tu ne peux pas... Hein, voilà, on la voit bien là, tu vois, la chute là, hop, ça fait paf, le crack, là probablement le petit dead cat bounce, la chute, la phase espoir et la fin du crack avec ces 3 vagues. 1, 2, 3 vagues. Donc là, je pense que c'est fini. Maintenant, il faudrait attendre une réduction de la volatilité, c'est-à-dire là, hop, 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 et ensuite, tu repasses acheteur. Donc, soit tu achètes la faible volatilité, là-temps, c'est-à-dire tu attends que plusieurs jours, là, pendant probablement au moins mi-novembre, tu attends qu'on reste là sur cette zone de prix en mi-novembre, jusqu'à mi-novembre, d'accord. Soit tu achètes le prochain pic baissier, qui aurait pu être celui-là, hein, théoriquement, pas inintéressant en fait, parce que voilà, vous voyez par exemple sur Bitcoin, je vous ai dit, il y a 2 fins possibles normalement sur la structure de crack, c'est-à-dire soit effectivement on va faire une exacerbation baissière avec un volume, soit on fait la traversée du désert. Bon là tu vois que tu as quand même eu une journée avec du volume anormal, regardez... Ouais, voilà. Donc là, effectivement, maintenant, il me semble quand même un peu faible ce volume. Donc moi, je dirais que celui-là, il a été là pour bloquer. C'est-à-dire que là, ça bloque la baisse, on marque le support. Maintenant, est-ce que pour l'instant, tu te positionnes spéculateur, acheteur là-dessus? Moi, je dirais quand même non. Vraiment attendre voilà. Je dirais que c'est... Pour l'instant, tu peux pas. Je confirmerai pas la phase complètement volatile. Je confirmerai par contre si jamais tu as une structure de stabilisation de la valeur. Voilà un truc comme ça, hein, c'est-à-dire ça part en compression. Dans ce cas-là, ça me paraîtrait un investissement pas inintéressant en termes de structure de prix. Mais patience. Voilà. Ça me semble. Alors là, par contre, pour un vendeur, c'est game over. Hein. Là, c'est terminé. Ceux qui vendaient cette valeur-là, le exit est là. Là, on se barre d'ici. Là, ça veut dire, oula, si tu vends, mon petit gars, là, t'es dans la merde. Il y a pratiquement plus de gains à espérer sur un truc pareil. Donc là, tu restes pas vendeur face à un truc qui pourrait redécoller, mais tu sais pas quand. Moi, je pense juste que là, voilà, c'est plutôt traverser du désert qui me semble intéressant à jouer là-dessus. Mais très intéressante comme valeur, celle-là. Riot, le quasi, c'est inintéressant possible, GV non plus. Ton Riot me semble pas dégueulasse. Voilà. Alors, est-ce que tu as un avis sur Tencent? Alors, on va voir Tencent. Sur Hong Kong Exchange, parce que là, je pense que toi, tu dois me parler de l'OTC, hein, il me semble quand même. On va voir. De toute façon, tu me dis la plus grosse bulle que tu aies jamais vue. Ça doit pas être ça. Ah, ou alors si, peut-être. Oh, oui, ça c'est... Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oui, ça c'est une grosse bulle. Là, on respecte bien le schéma. Hein, tu vois bien, hop, regarde, la volatilité augmente ici. Tu retrouves de la volatilité, tu retrouves du volume. Tu as bien la phase où le volume s'écrabouille derrière quand tu installes les sommets historiques. Retour du volume, phase de baisse, ça craque. Terminé. Ça, c'est game over sur un truc pareil. Maintenant, là, tu atteins les premières targets du crack. C'est-à-dire que là, la valeur a dû perdre un bon 40%. À ce stade-là, tu rentres plus vendeur, quoi. C'est ça que je veux dire. Un truc comme ça, tu rentres plus vendeur. Tu attends le dead cat bounce, mais par contre, une valeur comme ça, là, waouh, ça revient chercher. Mets-toi une alerte, hein, un truc comme ça revient chercher du 48. Waouh, tu regardes bien ta structure dead cat bounce, tu repasses vendeur et tu joues l'effondrement de la valeur sur les prochaines années. Ça, c'est pas une grosse, une grosse bubule. Et ça, clairement, le volume s'en va. Là, les mecs qui ont joué la bulle se font la malle.
et bah, juste, il n'y aura que des imbéciles pour acheter ça. Mais voilà. Putain, bravo. Bah, bravo Thierry, t'as tout compris. Tu vois, je te réponds avant même de lire la fin de ta question. Et on en arrive à la même conclusion. Donc c'est que toi et moi, on est d'accord. Et c'est que j'ai donc bien fait mon boulot de prof. Et que tu as très bien fait ton boulot d'élève. Ah oui, oui. Alors vous avez droit à 3 indicateurs normalement avec l'abonnement non premium sur TradingView, si je ne m'abuse. Alors, moi ce que je vais faire, très probablement, c'est que j'ai 2 options à vous proposer. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je peux pas. Alors voilà, le problème c'est que sur la version actuelle de Sinewave, je peux pas rajouter ça parce que ça rajoute des sorties et que j'arrive même pas à compiler l'indicateur. Donc autrement dit, c'est trop complexe pour TradingView. Ils vont vous bloquer la compilation tout le temps et encore pire que c'est en l'état actuel. Donc je peux pas l'ajouter à Sinewave. Par contre, j'en ai créé une autre version, c'est-à-dire j'essaie de bosser là-dessus, hein, c'est ce que j'essaie de vous faire, c'est-à-dire une version 1.20 de Sinewave. Le problème c'est que je la trouve parfois mieux, parfois moins bien alors non, c'est pas celle-là, c'est la version copie. Voilà. Le problème c'est ça, c'est que effectivement, comme j'ai refait tous les algorithmes, j'ai supprimé beaucoup d'algorithmes, de filtrage et tout ça. Alors j'en ai revu, donc j'ai essayé d'obtenir quelque chose qui soit viable également, mais pour moi c'est quand même un peu moins bien. Et en général, j'aime pas changer les choses. Le problème c'est que là, je suis obligé de simplifier le code. Donc, il faut enlever des choses, c'est sûr. J'ai pas d'autre choix en fait. Maintenant, si j'enlève des choses mais que la perte de qualité du signal derrière, elle est aussi là, bah, ça me gêne. Voilà. Mais vous voyez, le truc bosse quand même pas trop mal. Voilà. C'est-à-dire que les cycles sont quand même bien identifiés, ça fait quand même bien le boulot. On est sur des choses assez proches. Mais j'ai ce problème-là de... voilà. Pour moi, dans certains contextes, je le trouve moins adaptable, ce Sinewave, tout simplement parce qu'il y a moins d'algo de filtrage. Donc... ça me gêne un peu, mais il y a cet avantage que sur cette version-là de Sinewave, je peux vous inclure le canal dedans, puisque celle-là, comme elle est allégée, j'ai un peu de marge de manœuvre pour vous mettre les canaux. Et dans ce cas-là, effectivement, je pourrais vous publier cette version de Sinewave avec les canaux, et en fait, ça vous fait un seul indicateur qui fait les deux. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà Sinewave et Sinewave Beta. Je ne vais pas faire un autre Sinewave. Voilà, je ne vais pas faire un 3e Sinewave Alpha. Donc c'est soit je remplace la version 1.19 actuelle, qui est vraiment pour moi très très bien. Elle est vraiment très bien celle-là. Mais soit je la remplace donc avec des algorithmes légèrement un peu en dessous, voilà, un peu moins bien, mais compensés par l'ajout du coup de ce canal. Ou alors, je garde la version 1.19 de Sinewave, je ne la mets pas à jour, et je vous propose le canal, c'est-à-dire juste l'indicateur qui met les canaux sur les graphiques. Ça, c'est un algo indépendant, hein, voilà, sans problème. Celui-là, je peux vous le proposer je peux vous le proposer de manière indépendante. Donc, je ne sais pas. Vous me dites ce que vous voulez. Que j'en fasse. Voilà, vous me donnez votre avis. Je mettrai à la limite, je mettrai un commentaire pour que vous votiez. Je mettrai 2 commentaires, ceux qui veulent voter pour, ceux qui veulent voter contre, et vous mettrez des petits pouces bleus là sur les commentaires. Ouais. Ah mais non, voilà, vous pouvez mettre j'aime ou j'aime pas sur le commentaire. Je sais pas comment on fait pour savoir. Qui aime ou qui aime pas. Ah voilà, ça met le chiffre à côté. Je vous mettrai un truc à voter, vous mettrez oui avec un pouce bleu, non avec un pouce rouge, pour donc mettre à jour Sinewave 1.19. Ça reste Sinewave, encore une fois, je préfère être très franc là-dessus. Sinewave n'est pas un indicateur magique. Hein. Sinewave, il n'est là que pour chercher et scanner des patterns en fonction de la cyclicité du marché. Sinewave est un indicateur prédictif, donc évidemment, il va se planter assez souvent. Parce qu'on ne prédit pas le marché. Je vous rappelle encore une fois que si vous tradez les indicateurs à l'aveugle, vous êtes mal barré. Parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'ils ont été pensés. Ils ne sont pas faits pour fonctionner comme ça.
Ils sont faits tout simplement pour limiter votre risque et vous dire, ok, ici les cycles sont plutôt en faveur d'un achat, et ici le momentum est plutôt en faveur d'une structure acheteuse également. C'est ça que ça veut dire, les indicateurs. Ça ne veut pas dire il faut acheter parce qu'il y a un double signal acheteur. Ceux qui pensent comme ça, ceux qui se ramassent les plus gros gadins en utilisant mes machins. Hein, je ne donne pas des signaux de trading. Les indicateurs sont là pour limiter votre risque et déclencher le trade quand vous êtes sur la zone technique que vous aviez identifiée. Voilà, c'est juste ça. Bref, bon voilà, vous me diriez, je passe aux questions suivantes. Alors, la traversée du désert a duré 9 mois en 2014. Penses-tu que l'on est parti pour encore 6 mois? Non, non, parce qu'en 2014, ça prenait 2 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va 2 fois plus vite. Le ratio comparaison 2014 à aujourd'hui, c'était 2 jours en 2014 pour 1 jour en 2018. Donc si ça a duré 9 mois, il faut s'attendre à 4 mois de traversée du désert. Voilà. Et encore une fois, on ne fait pas de timing dans le marché. Hein. On donne des fourchettes de timing. C'est tout ce qu'on peut faire. Allez, Crédit Agricole, je vais te donner mon avis, mais si à mon avis c'est pas ça, c'est pas une valeur. Ah oui, c'est assez en plus, je le sais, je suis con. Non, inintéressant au possible. T'es pas sur des. Alors oui, vendeur, mais là c'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire c'est ici qu'il fallait chercher des ventes. Et clairement pas là, alors que le mouvement. Alors oui, tes ventes sur breakout. C'est-à-dire effectivement, là tu peux t'amuser à dire quand on va breaker ce support, là, voilà, tu viens ici, tu joues un petit trade, paf, breakout pour enfoncer vers les supports suivants. Pour moi, ça c'est le trading le plus inintéressant au possible. C'est typiquement le genre de trading que je fais pas. Voilà. Mais il y a plein qui gagnent leur vie en faisant des tradings sur breakout. L'avantage du breakout, c'est que tu rentres en général 1 heure ou 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard, tu as déjà gagné. Hein, donc voilà. Le problème, c'est quand ça se passe mal, ça coûte un bras. Hein, c'est le problème du trading sur breakout. Alors ça y est, maintenant que je vous fais des analyses actions, vous me sortez tous vos portefeuilles actions pour savoir ce que j'en pense. Bon, on va continuer. Hein, ouais. C'est mon anniversaire, donc c'est ma fête. Je vous fais plaisir. Alors. Ok. Donc, tu vois, malheureusement, c'est pas. Alors, on va faire de l'hebdo quand même d'abord. Ok. Alors. Oula, attends. Oula. C'est quoi ces prix à la con là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est côté où ça? INPX? Non. C'est côté au Nasdaq? Attends, c'est pas possible. C'est en dollars ce truc? Bah ouais. What the fuck? Combien ça coûte? Ah ok, d'accord. Oh la blague! C'est un penny stock et il y a des mecs qui ont acheté ça 300 000 dollars? Oh fuck! Oh putain! Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors attends, 400 000 dollars pour un penny stock. Waouh, je crois qu'on détient le record de la stupidité d'investissement la plus. La plus. Waouh, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, non, j'ai vraiment jamais vu un truc pareil. Et là, aujourd'hui, tu es sur du penny stock. Oh merde! Non, non, alors bah là, l'amplitude est tellement énorme que non. Là, tu laisses béton, mais direct. Ah, on en a parlé l'autre jour d'ailleurs. Ah bah oui, en fait, on en a parlé l'autre jour de ce truc. Je vais te donner une stratégie sur un machin pareil. Ah oui, ok, ouais, mais alors non. Ouais, j'avais pas vu le contexte derrière. Non, non, un truc pareil, t'oublies complet. Attends, je suis désolé, la valeur a atteint 400 000 dollars et ça vaut des centimes aujourd'hui. Non, non, que dalle. Je te supprime immédiatement ce que j'ai dit la dernière fois. Ça, c'était game over. Hein. Non, non, ça, on traite pas un truc pareil. C'est complètement hors contexte. Oh oui, je peux te rassurer, il y en a un bon paquet de couillons sur YouTube. Hein. Et mais alors, profite d'avoir, si quelqu'un a des commentaires à parler, bah Valourec, on en a parlé. Alors, DIA. Mastercard à la vente, ça me paraît pas un bon choix immédiatement, mais pas un mauvais choix pour autant.
non, ça c'est pas, c'est un ETF. DIA. Alors parce que ça j'en ai lu partout du DIA, donc il va falloir que tu me précises le qui parle, du diasorin ou diastrabutura installation de voilà. Donc il faut que tu me dises un peu plus. Ah, Barcelone. Ok, donc je pense qu'on parle de ça alors. On doit parler de la version ici. Alors, oui, non. Donc, quel est le contexte de ce machin, d'accord, hein? Là, tu peux même pas passer l'étape 1. Donc là, tu es sur un marché émotionnel. C'est-à-dire que là, il se passe un truc. Hein, voilà, pour que tu aies une chute comme ça là, en une semaine. C'est-à-dire que le marché est catalysé par quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais là, tout simplement, tu ne peux pas trader ça. Parce que ce n'est pas technique. Hein. Voilà, là, ta valeur, en une journée, elle a perdu 49%. Sans raison technique exploitable. C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire, t'es pas sur une déstructuration de la valeur, type bulle, qui explique une chute brutale de 40% de la valorisation. Voilà. Donc, non. Là, tu es face à un marché catalysé, et moi, je ne jouerai absolument pas ce truc-là, tout simplement parce que là, ma stratégie, elle t'apporte rien. Là, soit tu as des informations d'insiders qui disent que la valeur va se reprendre, ok, soit tu ne traites pas, parce que là, en fait, tu fais du pari, quoi. Voilà. Et tu n'as aucune réduction de ton risque. Là, en tout cas, ta stratégie ne t'apporte pas une plus-value qui sert à limiter ton risque. Donc, pour moi, ça, c'est pas du trading. Voilà. Mais, c'est pas du trading spéculatif. C'est pas le trading que moi, je fais. Maintenant, tu peux considérer ça comme un investissement si tu as une conviction d'investisseur, c'est-à-dire si tu as des informations que je n'ai pas. Mais là, moi, à défaut d'avoir des informations, un truc comme ça, je ne peux juste pas passer l'étape 1. C'est donc un marché que je ne peux pas traiter. Alors, le BNB, oui, c'est le Binance machin, là. Non, je ne m'intéresse pas. Retour de volatilité sur la bulle Harris. Alors, on va aller regarder. Oui, bah, si c'est Oniz, de toute façon, ouais. Alors. Ok, effectivement. Voilà, là t'es bien, t'es mature. On va regarder avant, est-ce qu'il n'y a pas eu... Non, voilà, donc tu vois bien, ça aurait pu être là, il y avait une petite stabilisation, mais tu ne vois pas une hausse de volume significative. Là, oui. Donc là, effectivement, tu es bien dans le schéma où on est sur le retour de volatilité qui précède la dernière phase de hausse. Donc là, effectivement, tu peux te dire qu'un truc comme ça, surveille-la pour moi, celle-là, hein, et pour tout le monde. Mais effectivement... De toute façon, à cette étape d'avancement des cycles économiques, des bulles, c'est normal qu'il y en ait partout. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est pas de jouer les phases verticales des Ponzi à l'achat, c'est de dire on va chercher le moment où les Ponzi s'écroulent, parce que c'est là où il y a le plus de pognon à faire en gérant le risque. Voilà, la différence, c'est que quand vous vous mettez à l'achat dans un Ponzi, vous ne savez pas où vous êtes dans le Ponzi. Si vous êtes en haut du Ponzi, vous allez faire partie des gens ruinés si vous n'avez pas le temps de sortir au bon moment. Donc c'est une prise de risque qui est énorme pour un gain qui est incertain. Donc ça, c'est pas une stratégie exploitable dans un trading, en tout cas pas dans le trading que moi j'essaie de vous apprendre. Par contre, jouer les cracks, oui. Prendre le pognon des imbéciles qui sont pas sortis de ces bulles, bah, c'est leur problème, pas le vôtre, ils avaient qu'à sortir avant, et bien tout simplement, bah, quand ils essaieront de vendre en panique, bah, vous prendrez leur perte, et puis c'est comme ça. Hein, c'est la loi de la jungle ici, on n'est pas là, on gagne souvent de l'argent en prenant l'argent à quelqu'un d'autre, hein, mais en même temps, c'est pas nous qui forçons les décisions stupides des personnes que vous plumerez. Alors, action Alnox, on continue. Putain, c'est la dernière, hein, de toute façon, je crois, donc après, on est bon. Après, on aura fini. Alnox. Donc, en Europe, pareil, hein, pas de cycle, pas de trading. Okay, quand il n'y a qu'un seul cycle vendeur comme ça, c'est pas possible. Voilà. C'est juste impossible à trader un truc pareil. Donc voilà. Mais à la limite, j'aime bien cette forme-là, parce qu'en final, on regarde tout le temps les mêmes actifs pour lesquels on parle toujours de la même chose.
C'est vrai, on dit toujours la même chose en fait, qu'on soit bien d'accord. La plupart du temps, jour après jour, je vous répète le même truc, qu'il ne faut pas acheter Wall Street, qu'il faut les vendre sur pullback, que ça commence à casser, que le gold va casser des résistances. Donc en fait, jour après jour, on fait que constater si ça va dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Si vous voulez qu'on analyse des choses totalement externes, il n'y a aucun problème. Voilà. Là, on est vraiment en plus je trouve que le côté pédagogique est beaucoup plus sympa, parce que là, on analyse un truc que je ne connais pas, et je vous donne mon avis à froid, et vous voyez qu'en fait, il ne me faut pas 3 heures pour analyser un actif, il me faut franchement 10 secondes. Parce que la plupart du temps, vous ne passez pas le cadre du contexte. Quand on passe le cadre du contexte, il faut attendre que les prix soient sur une zone intéressante. Quand on est sur une zone intéressante, en général, il faut attendre le signal. Donc voilà, vous voyez que ça arrivera très rarement le moment où je vais vous dire « Ok, là, bam, ça y est, il y a un truc à faire ». Mais si vous pensez que vous êtes sur une action ou quoi que ce soit d'autre, une commodité, si vous trouvez des signaux, voilà, mais vraiment le signal, c'est-à-dire étape 1, étape 2, étape 3, si vous voulez les partager pour l'aspect pédagogique, et le fait du coup de me faire analyser un truc que j'analyse pas habituellement, faites-le. C'est très bien parce que je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est une application de la stratégie purement mécanique. Et ça vous montrera que les étapes, moi je les respecte toujours en fait. C'est juste que moi je fais ça de façon naturelle. Vous, il faut que vous appreniez à le faire de façon naturelle. Donc je pense que de l'appliquer sur des marchés qu'on ne regarde pas habituellement, en fait de bouffer de la courbe, tout simplement ça c'est pas inintéressant. Donc je serais curieux de voir, pour ceux qui parmi vous sont en phase d'apprentissage, comment vous arrivez à appliquer ça. Voilà. Donc si vous avez des doutes sur certaines valeurs ou des trucs comme ça, essayez de me trouver des signaux, pas juste des valeurs où on passe même pas le cadre du contexte. Essayez de faire la démarche d'apprentissage, c'est-à-dire le contexte, le cadre technique et le signal. Quand vous trouvez des valeurs qui correspondent aux 3 étapes, ou que vous pensez qui correspondent aux 3 étapes, paf, vous me mettez un petit commentaire et on essaie d'analyser ça derrière. Et comme ça peut être intéressant. D'une, ça peut donner des signaux de trading à tout le monde. Et puis de deux, ça permet de montrer que vous avez bien pigé la stratégie et que vous êtes déjà capable aujourd'hui de trouver des signaux de trading de façon autonome. Mais complètement autonome. C'est-à-dire que là, vous irez chercher des actifs dont je ne vous ai jamais parlé. Voilà. Allez, sur ce, 1h35, on reste là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais m'attaquer à la version US et puis après, branlette tout le reste de la journée. Bye bye!